les samedis, lorsqu'il est 10 heures passées de 0 minutes, c'est toujours un réel plaisir pour nous de savoir que lorsque nous produisons ici, vous nous recevez à la maison à travers vos petits écrans 5 sur 5. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre programme, la rétrospective de l'information qui passe justement tous les samedis lorsqu'il est 10 heures passées de 0 minutes et nous allons jusqu'à 12 heures. Alors ce matin, nous nous arrêterons probablement pas de manière majeure, mais d'une manière principale sur 3 thématiques. D'abord, nous irons du côté de l'Afrique de l'Ouest et principalement du côté du Sénégal où la situation électorale continue de diviser l'opinion non seulement sénégalaise, africaine, mais également internationale. Oui, après la décision prise par le président, l'actuel président encore, Macky Sall, de reporter de manière inédite les élections présidentielles, le Parlement a d'abord adopté cette décision et puis le Conseil constitutionnel est venu dire non. Le Conseil constitutionnel a dit non, les élections ne doivent pas, les élections présidentielles ne doivent pas être reportées. Alors, le président Macky Sall s'est exprimé, s'est agressé à la nation récemment et il a dit que le dialogue politique va se tenir le 26 février, c'est-à-dire le 26 de ce mois justement, dans quelques jours. Question de repasser au ménage la différente situation politique qui est en crise et également de donner une date fixe pour que ces élections présidentielles puissent se tenir. Alors, nous interrogeons principalement sur cette situation crise économique. L'interrogation majeure, c'est justement situation électorale au Sénégal. Est-ce que Macky Sall, le président, se retrouve justement dans les taux? Et ce sera en termes de mise en bouche que nous parlerons de cette actualité. Alors, nous reviendrons du côté du Cameroun pour parler de ce qui mérite aujourd'hui d'être appelé la cherté de la vie. Oui, on parle des prix de carburant qui ont été haussés à la pompe, déjà 840 francs, des prix justement des denrées alimentaires qui ne sont pas faciles à trouver également, qui sont chères. Alors on se pose une seule interrogation: est-ce que au Cameroun la cherté de la vie ne constitue pas justement ce qui mérite déjà d'être appelé l'asphyxie des populations? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations puissent vivre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations soient à l'aise? Ce sera en guise de première thématique. Et en troisième thématique, justement, nous irons du côté de l'Afrique du Sud où les élections nationales ont justement été programmées par le président Cyril Ramaphosa, mais ces élections présidentielles arrivent à un moment où son parti, le Congrès national africain, est face à de multiples problèmes, est face à de multiples crises politiques, sociales et même sanitaires. On se pose une seule interrogation également ce matin: élection nationale en Afrique du Sud, l'ANC serait-il un parti mal parti? Pour que ceux qui nous suivent au Bangladesh, l'ANC c'est tout simplement le Congrès national africain, le parti politique de Cyril Ramaphosa, autrefois dirigé par Nelson Mandela, l'homme qui mérite d'être appelé l'homme de l'apartheid. Mesdames, Messieurs, voilà les 3 thématiques sur lesquelles nous poserons un regard de manière très principale ce matin. Alors pour en parler justement avec perspicacité, pour en parler avec notoriété, pour en parler avec efficacité et même persuasion, ils seront tout simplement analystes politiques, analyste sociopolitique, avec un seul objectif: vous dire la vérité, la main posée sur le cœur. Le programme, c'est la rétrospective de l'information tous les samedis lorsqu'il est 10 heures passées de 0 minutes. Nous allons jusqu'à 11 heures. Si vous nous recevez jusqu'à 12 heures, j'allais dire, si vous nous recevez sur le canal 30, sachez que vous êtes sur Africa Plus News. C'est le programme, la rétrospective de l'information. Et je vais commencer par accueillir mes invités de classe et non pas de masse, mes invités de marque et non pas de masse, qui répondent déjà d'ailleurs tous présents. Isaïe Ateba, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Renzo, bonjour mon panéliste d'en face, bonjour aux nombreux téléspectateurs de votre grande chaîne de télévision. Je suis ravi d'être là ce matin pour partager ces différents biscuits intellectuels sur l'actualité africaine et j'espère que les téléspectateurs vont être en fait édifiés par tout ce qui va être dit sur ce plateau. Comment vous allez? Je vais assez bien, je vais très bien. C'est vrai que dans une situation où la vie est de plus en plus chère, qui va faire partie d'un de nos sujets, c'est pas facile, mais je vais dire en termes de santé, je me porte bien, mais pour la situation, vous savez, un jour aujourd'hui, lorsqu'on est Camerounais, il faut être fort moralement, il faut être fort dans la tête pour pouvoir vivre dans ce pays. Les Camerounais aujourd'hui, même dans toutes les situations, se portent assez bien. Et quelqu'un disait, un Camerounais disait justement, être Camerounais c'est un métier. Voilà, être Camerounais c'est un métier.
Je souligne à l'endroit de nos téléspectateurs que Isaïe Atebe, justement, analyste sociopolitique, ces 5 dernières années, ses analyses sont persuasives, ses analyses sont douées d'efficacité, ces analyses sont tout simplement perspicaces. Il va partager, je vais emprunter son expression, ses biscuits intellectuels avec vous, chers téléspectateurs. Lui également, il a répondu présent. C'est M. Cyril Bonlon. Bonjour et bienvenue. Bonjour à M. Akono, bonjour à mon co-panéliste, bonjour aux fidèles téléspectateurs d'Africa Plus News. C'est un plaisir de renouveler une fois de plus, d'être sur votre plateau ce matin pour épiloguer de fond en comble les questions de l'actualité. Comment vous allez? Comment je vais véritablement sur le plan sanitaire, je vais bien, mais face au tourment qui touche le monde, en fait, je ne peux pas dire que je vais parfaitement bien. Il y a des tourments qui touchent le monde? Bien entendu. Vous voyez, vous vous levez le matin, je ne sais pas, lorsque vous allumez votre téléviseur, vous vous rendez compte qu'il y a des atrocités dans le monde, il y a des meurtres, il y a des assassinats, vous comprenez que le monde ne se porte pas bien. Il y a la guerre sur la bande du Gaza, il y a la situation électorale au Sénégal, voilà encore une autre situation électorale qui arrive du côté de l'Afrique du Sud. Autant de choses qui font que vous on ne peut pas avoir la sérénité. Voilà. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation d'Africa Plus News. Je souligne également à l'endroit de nos téléspectateurs qui sont d'ailleurs des milliers, des millions, que M. Cyril Bonlon est justement analyste politique. Il a également plusieurs casquettes, journaliste, juriste, mais je le reçois ce matin comme analyste politique et vous gardez justement le microphone. On va justement du côté du Sénégal où je le disais tantôt, la situation électorale est en crise. Le président Macky Sall a d'abord pris une décision annonçant le report des élections. Je dois d'abord souligner que les élections étaient prévues se tenir le 15 février. Ça veut dire que si la date avait été retenue, le 25 février, ça veut dire que si la date avait été retenue, ces élections devraient se tenir demain. Mais de manière s'inédiée, le président a dit les élections sont reportées. La décision est partie du côté de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté. Et puis le Conseil constitutionnel est revenu dire non, le président n'a pas raison de reporter les élections. Et le président finalement s'est exprimé, je crois, il y a quelques jours, disant à la population sénégalaise que non seulement il ne va pas se représenter aux élections, mais également que le dialogue politique va se tenir le 26 février prochain. Votre regard sur cette situation? Alors, merci M. Akono. Je tiens à rappeler, la politique en Afrique, vraiment, ça commence à être très compliqué et on vient à s'interroger face à la légèreté avec laquelle les choses se passent dans nos pays africains lorsqu'il faut parler politique. Alors, le cas du Sénégal qui fait l'objet de notre épilogue ce matin nous interpelle. Je tiens à rappeler que le président Macky Sall, quand il arrivait à la tête de la magistrature suprême de ce côté du Sénégal, nous tous nous avons acclamé parce qu'on se disait, bah voilà, il y aura peut-être du nouveau sous le soleil. Mais alors, le système reste le même. C'est-à-dire, c'est comme si tous les dirigeants africains, c'était des enfants d'une même mère. Avec, oui, bien entendu. Et qui avec une même façon de faire, une même habitude, un même comportement. Et donc, je pense que le système politique devient de plus en plus contagieux. Alors, en fait, Macky Sall a récemment voulu retoucher la Constitution pour essayer de prolonger la date des élections au Sénégal. Même comme il ne l'a pas dit. Mais permettez-moi en fait de vous souligner un certain nombre de choses. Parce qu'en fait, vous allez voir que les textes au Sénégal sont clairs pour ce qui régit l'élection présidentielle au Sénégal, tout est clair. Mais alors, Macky Sall a voulu repousser la date des élections pour quelques raisons que moi je ne suis pas bien placé pour vous énoncer. Mais je tiens à saluer l'initiative du Conseil constitutionnel. Parce que vous savez, quand dans un pays les pouvoirs sont détachés,
c'est-à-dire il n'y a pas une concentration de pouvoir, alors on peut vraiment penser à une véritable démocratie. Il me semble que le Conseil constitutionnel est monté au créneau pour rappeler à Macky Sall que bah voilà, vous ne pouvez pas prolonger la date des élections. Que non, vous devez respecter le délai. D'accord? Oui. Alors, et Macky Sall a éventuellement rassuré les Sénégalais que non, il devrait respecter le délai. Mais le même Macky Sall, vraiment, je ne sais pas à juste titre à quel jeu il prête les Sénégalais, mais alors... À quelle incidence? Bien entendu, parce que ça devient de plus en plus curieux. Le même Macky Sall qui, longtemps avant, avait déjà annoncé qu'il ne devrait plus se représenter à l'élection présidentielle. Il a encore réaffirmé, hier encore, quand il a pris la parole, qu'il devrait organiser un dialogue avec l'opposition. Un dialogue politique. Bien entendu, un dialogue politique. Actuellement, la situation qui prévaut au Sénégal nécessite beaucoup d'interrogations. Parce que le dialogue en question a été rejeté par l'opposition. Il y a plusieurs partis d'opposition qui estiment que Macky Sall est en train, je ne sais pas, de les rouler dans la farine. Comment ça les rouler dans la farine? Bien entendu, parce que Macky Sall est en train de vouloir passer à la phase de transition. D'accord? Macky Sall parle de dialogue parce qu'il est en train de vouloir oublier la phase des élections. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme communication, dialogue avec les partis politiques d'opposition? Allez-y, Cyril. C'est pas le dialogue en soi qui est mauvais. Le dialogue, naturellement, est l'élément même essentiel lorsque tout va mal. D'accord? Mais alors, Macky Sall est en train de penser à une éventuelle transition à la tête de la magistrature suprême. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour, les opposants se plaignent encore de ce que Monsieur le Président de la République sénégalaise n'a pas encore fixé une date pour les élections. Or, d'après la dernière sortie, la récente sortie du Conseil constitutionnel, il lui avait été demandé de fixer une date dans les plus brefs délais. Voyez-vous, puisqu'il ne pouvait plus respecter le délai qui était déjà proche, le 25, à savoir le 25 février, donc demain. Alors, il me semble donc que jusqu'ici, le Sénégal n'est pas fixé. On ne sait plus à quand la véritable date des élections présidentielles au Sénégal. Mais M. Macky Sall jusqu'ici n'a pas pu fixer une date. Et cela vraiment taraude les esprits. Maintenant, je tiens à rappeler... Avant peut-être, excusez-moi de vous couper, avant peut-être que vous ne continuez, je vais signaler à l'endroit de nos téléspectateurs que la question qu'on se pose, situation électorale au Sénégal, est-ce que Macky Sall serait dans les taux? Et justement, au niveau de la thématique, à l'endroit de mon réalisateur, qui je connais qu'il est souvent sérieux, mais je ne sais pas qui le dérange aujourd'hui, est la post-crof E-T-A-U. Macky Sall n'est pas dans l'eau, nous on se demande s'il est dans les taux. Allez-y, Cyril. Alors, bien entendu, je disais tantôt, Macky Sall en ce moment est en train de dire, bah voilà, il prétend ne plus se représenter parce que je remets encore ces propos entre guillemets parce qu'il me semble que le goût du pouvoir en Afrique, vraiment, je sais pas, c'est comme la peau collée à l'art. Ça fait en sorte que quand un homme politique fait une telle sortie, il faut encore analyser. Donc pour la sortie, bien entendu, le pouvoir est sucré en Afrique. Il faut vraiment analyser sa sortie de tous les côtés pour pouvoir se prononcer. Parce que rien ne nous garantit que Macky Sall ne pourra plus se représenter. Voilà pourquoi je dis il peut être en train de prêter l'opposition à un jeu et qu'eux-mêmes ils ne se rendent pas compte. Parce que rien tout de même ne l'interdit de se représenter. Voyez la Constitution. Mais est-ce qu'il n'a pas encore révisé ou alors modifié la Constitution? Il n'a pas révisé la Constitution.
constitution. Il a également dit qu'il n'allait pas se présenter aux élections, que c'est représenté aux élections. Bien entendu, ça ce sont des dires. Et la ça reste un discours. Et la Constitution prévoit que le 2 avril, le mandat de Macky Sall arrive à terme. Bien entendu, et il a encore la légitimité ou la légalité de se représenter s'il le veut. Très bien, c'est alors, bien entendu, et vous allez chuter. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que les Sénégalais doivent vraiment prendre leur destin en main. Ils doivent décider de ce qui va présider à leur destinée. Alors, je tiens à rappeler que le même Macky Sall a fait comprendre que, je ne sais pas si c'est une forme de flatterie, qu'il devrait libérer ses otages politiques. Oui. Voyez-vous, je parle de Ousmane Sonko, le président du PASTEF. Bien entendu, qui véritablement a déjà tout perdu. Parce que nous connaissons plus ou moins les conséquences de sa protestation vis-à-vis du régime. Et donc, et tout ce qu'il a fait ne reste que des promesses. Des promesses qui peuvent être tenues ou qui peuvent ne pas être tenues. Voilà, je tiens à rappeler que le dialogue est idéal au Sénégal, mais alors, jusqu'à preuve de contraire, il faut même déjà qu'on puisse comprendre le contenu même du dialogue en soi. Est-ce que c'est pas pour dire à l'opposition que bah voilà, j'aimerais qu'en père de famille qu'on s'accorde et que vous me donniez encore l'opportunité de me représenter. Très bien. Voyez-vous, il y a autant de questions qui prévaut. Alors Isaïe Ateba, Cyril Bon se pose une panoplie de questions. Il dit même que le président Macky Sall serait en train de jouer, de danser à ce qu'on appelle ici au Cameroun la danse des Bafia. Il n'arrive pas à expliquer la position du président Macky Sall, le président sénégalais. Est-ce que Macky Sall veut se représenter aux élections? Il a même d'ailleurs dit que le Macky Sall veut se représenter aux élections. Selon lui, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? On a envie de dire cette situation électorale qui est devenue une crise. On peut parler de crise politique au Sénégal. Votre analyse globale sur cette affaire? Je vais dire que Macky Sall souffre de ce qu'on appelle le syndrome du Brice, c'est-à-dire généralement une maladie qui attrape les hommes politiques, qui se sentent parfois beaucoup plus intelligents et beaucoup plus puissants que les autres, c'est-à-dire ils oublient rapidement le passé. Et Macky Sall a vite fait d'oublier ce qui s'est passé, comment il est arrivé au pouvoir. Donc vous dites que le président sénégalais est malade? Oui, effectivement, c'est le syndrome. Qu'il souffre de quoi? Du syndrome du Brice. Le syndrome du Brice. Oui, c'est-à-dire c'est un syndrome qui attrape les hommes politiques. Rien que les hommes politiques. Oui, effectivement, bon, je ne vais pas dire les hommes politiques, mais les hommes de pouvoir, c'est-à-dire les hommes de pouvoir. Les hommes de pouvoir, oui, qui généralement n'écoutent pas les conseils et ne veulent pas comprendre des conseils qui viennent peut-être autour d'eux parce qu'ils se sentent peut-être au-dessus de la masse et ne veulent pas raisonner avec... Et quels sont les symptômes de votre syndrome du Brice? Je vais dire le syndrome du Brice, généralement, vous allez voir que celui qui souffre de ce symptôme n'écoute pas les conseils. Dieu se sent plus puissant que tout le monde, se sent plus intelligent que tout le monde et a l'impression qu'il peut duper tout le monde. Et c'est ce qui est un peu arrivé qui arrive un peu avec Macky Sall aujourd'hui, parce que Macky Sall connaît très bien comment il est arrivé au pouvoir, il connaît toutes les luttes que le peuple sénégalais a eu à mener pour que lui, il soit là aujourd'hui à ce pouvoir. Et aujourd'hui, repousser ces populations dans les rues et tuer même ces populations, c'est quelque chose à s'interroger. Si véritablement Macky Sall se réinterroge ou bien se rappelle de l'histoire, se rappelle de ce que ce peuple sénégalais a fait pour qu'il soit là. Il faut qu'à un moment, les dirigeants africains, certains présidents africains arrêtent avec un certain nombre de choses. Parce que, où on voit là, Macky Sall voulait effectivement faire un troisième mandat. Ah bon? Oui, il a finalement compris que c'était dans cette... Est-ce que ce que vous dites n'est pas paradoxal à la promesse que lui, il a tenue aux populations sénégalaises? Il a dit qu'il ne voulait plus se représenter. Il a dit qu'il n'allait plus briguer un troisième mandat. Est-ce que vous voulez, je vais dire les promesses politiques
des hommes la politiques. démographie. Oui, je vais dire quoi. Ça dépend de ceux qui l'écoutent. Parce que vous dites que les hommes politiques sont des menteurs? Et effectivement, vous n'allez pas faire si vous ignorez la politique et vous êtes un journaliste assez brillant, vous connaissez, vous avez eu à faire du terrain, à voir plusieurs hommes politiques. Et je vous rappelez du président de la Côte d'Ivoire qui avait dit qu'il était partant, mais vous voyez aujourd'hui qu'il est là en train de faire un troisième mandat. Vous vous rappelez du Alassane Dramane Ouattara. Vous vous rappelez de celui du Bénin qui avait même dit qu'il faisait, je pense, un seul mandat. Patrice Talon qui venait faire un seul mandat. Vous voyez qu'aujourd'hui, je pense au deuxième autre. Et il ne veut même plus partir, n'a plus l'intention de vouloir partir quand vous voyez tout ce qui est en train de se faire. Bon, je pense qu'il ira même au-delà du deuxième mandat. Bon, je vais dire, il ne faut pas vous fier totalement aux promesses politiques parce que ce que disent les hommes politiques n'est pas toujours ce qu'ils pensent. Les hommes politiques disent des choses, mais pensent autre chose. Mais ce que moi je sais aujourd'hui, c'est que Macky Sall va partir du pouvoir. Ah bon? Oui, Macky Sall partira. Vous lisez dans une boule de cristal? Vous êtes prophète? Je connais ce qui se passe aujourd'hui. Je connais le peuple sénégalais. Vous êtes pasteur? Même si on parle de je peux dire quoi, on est en train de magnifier le Conseil constitutionnel. On va dire que le Conseil constitutionnel réagit par rapport à ce qui se passe dans la rue. Parce que le Conseil constitutionnel aurait dû réagir depuis lorsque cet acte a été validé au sein du Parlement. Parce que comment on repousse une élection? On repousse une élection parce qu'il y a une crise majeure. Est-ce qu'au Sénégal, il y avait une crise majeure pour pouvoir repousser les élections? Je ne pense pas. Il n'y avait pas de crise au Sénégal pour pouvoir... L'opposition serait peut-être divisée. Non, est-ce que si l'opposition est divisée, on part aux élections? Et s'ils perdent, c'est le problème de l'opposition. Est-ce que c'est une affaire... Est-ce que les élections regardent si l'opposition est divisée ou si ces élections se seraient tenues, devraient peut-être avoir un trouble à l'ordre public et aux bonnes mœurs? Non. Je ne pense pas que le Sénégal était... Il y avait des signaux qui présentaient le Sénégal dans une situation de crise particulière. C'est juste qu'il y a eu un certain jeu politique, il y a eu une volonté d'abord de passage dans la subtilité, c'est-à-dire vouloir faire un troisième mandat dans la subtilité. Ça n'a pas pu passer, on a voulu faire un passage en force maintenant. Et même le passage en force aujourd'hui n'est pas en train de passer parce que la population d'abord, le Conseil constitutionnel ensuite, et je veux même dire les intellectuels sénégalais se sont aussi opposés à ce troisième mandat aujourd'hui. Macky Sall est véritablement dans les taux comme vous l'avez mis aujourd'hui parce qu'il semble qu'aujourd'hui ne peut pas sortir de là. Vous répondez de manière directe à l'interrogation. Moi je dis de manière directe que Macky Sall est dans les taux effectivement aujourd'hui parce que lorsque vous voyez la population, vous voyez le Conseil constitutionnel et vous voyez aujourd'hui, je vais dire, les intellectuels sénégalais qui s'opposent à cette façon de faire, vous comprenez qu'aujourd'hui Macky Sall est dans les taux et vous avez eu sa dernière prise de parole. Il est maintenant aujourd'hui qui voulait proroger son mandat jusqu'en décembre. Aujourd'hui, il a dit que non, il va partir en avril. Ça veut dire qu'il a en train de se rétracter. Il a dit qu'il ne mérite pas cette cabale internationale. Non, ce n'est pas une affaire de cabale internationale. Vous savez, généralement, lorsque un président africain veut faire quelque chose de malsain et qu'il est repris par sa population, il voit toujours que la manipulation vient d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le peuple sénégalais qui est en train de manifester, qui est en train de dire à Macky Sall, tu as fait ton mandat. Pareil, je pense même que le problème politique aujourd'hui, c'est ce problème de mandat et de mandat qu'on veut prolonger à vita aeternam. Moi, je dis, si on règle ce problème, vous voyez généralement les pays qui ont réglé ce problème-là, quand même ont une certaine prospérité économique et vous voyez les pays des zones anglophones en Afrique, vous voyez qu'ils ont réglé ce problème où on ne doit plus avoir des batailles armées autour du pouvoir, c'est-à-dire on sait que tel bien fait tel nombre de mandats, il part, tel bien fait tel nombre de mandats, il part. Aujourd'hui c'est ça, la réalité politique et la démocratie aujourd'hui nous impose. Certes, on peut épiloguer sur le fait que est-ce que la démocratie est un meilleur système pour le développement de l'Afrique, mais je pense que la réalité aujourd'hui nous impose cela, surtout qu'on connaît la configuration et la constitution des États africains. Ils ne sont pas constitués sur, je peux dire, une nation unique, sur une ethnie unique. C'est généralement un melting pot de plusieurs ethnies, c'est un mélange de plusieurs ethnies qui fait en sorte qu'on ne peut pas octroyer le pouvoir à une seule personne et demander à cette personne de rester généralement là, parce que plusieurs des autres ethnies vont se demander nous quoi, bon, nous sommes juste des figurants dans cet état. Bon, ce n'est plus possible aujourd'hui qu'on ait peut-être des présidents, des rois qui restent là à vitam aeternam, qui essayent de monopoliser le pouvoir, qui essayent de s'accaparer le pouvoir sur le long terme. Bon, il va falloir qu'on règle ce problème du pouvoir, ce problème de transmission du pouvoir pour ne plus bagarrer de ce côté-là, parce que je dois dire encore, la multitude des ethnies fait en sorte qu'on ne puisse plus avoir des pouvoirs qui sont stagnants, des pouvoirs qui restent entre les mains d'une personne. Bon, moi je pense que Macky Sall partira et il va laisser...
Vous continuez de penser que Macky Sall va partir parce qu'il est dans... Vous parlez là comme un prêtre. Non, je pense qu'il est dans l'obligation aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre de faits qui montrent la suffisance qu'il ne va pas rester au pouvoir, il va partir. Et il va organiser les élections parce que je pense que son mandat s'achève soit, je pense, le 3 avril. Le 2 avril. Et il doit passer le pouvoir à quelqu'un d'autre et peut-être d'ici le mois qui va bientôt commencer là, il y aura sûrement des mesures pour avoir les élections en cette période-là pour que le 2 Macky Sall puisse quitter le pouvoir. Très bien. Alors c'est ce que prévoit la constitution sénégalaise, le 2, c'est la fin du mandat du président Macky Sall. C'est vrai que je vous reçois aujourd'hui comme analyste politique, mais je vais un peu convoquer votre casquette de juriste. Alors, le mandat du président Macky Sall arrive à expiration le 2 avril prochain. Qu'est-ce qui est prévu quand ça arrive à expiration? Peut-être que les élections ne se seront pas encore tenues. Qui va prendre le relais pour assurer la paix et la stabilité politique au Sénégal? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que la constitution sénégalaise, que je présume vous maîtrisez, prévoit dans ce cas? Alors, Monsieur Akono, déjà, je tiens à rappeler que nous sommes dans un autre État et donc, véritablement, je ne puisse pas vous donner d'amplification conformément au texte constitutionnel du côté du Sénégal. Mais alors, si ce qu'on s'en tient à la constitution du Cameroun, la personne qui a le pouvoir d'assurer l'intérim, voyez-vous, après le départ du président de la République, c'est justement le président du Sénat. Alors, si les textes sont exacts et que cela est également implémenté du côté du Sénégal, je pense que je vais dire quoi, c'est l'organe en charge en fait, c'est la personne qui a le plein droit d'assurer l'intérim, si à jamais le président n'est plus là. Je vous pose une autre question, mais celle-ci va à l'endroit du peuple et du peuple sénégalais. Là, vous gardez maintenant votre casquette d'analyste politique. Comment vous expliquez la situation du peuple? Vous l'avez dit tous deux de manière unanime que c'est grâce au peuple que le Conseil constitutionnel a pris la décision d'annuler également la décision, passez-moi la tautologie, du président Macky Sall de reporter les élections. Comment vous analysez la situation du peuple sénégalais? Comment vous analysez le comportement du peuple sénégalais? Est-ce que c'est un comportement à saluer? Est-ce un comportement salutaire? Ou alors c'est tout simplement un comportement négatif? Ben voilà, vous devez comprendre une chose. Hein. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la souveraineté populaire. Et donc, le peuple est à l'origine du pouvoir. C'est le peuple qui décide de qui pourra présider à leur destinée. Dans un État démocratique. Bien entendu. Et donc, cela voudrait dire, en réalité, vous devez comprendre qu'il y a des peuples. Il y a des peuples qui sont parfois amorphes. Qui sont, oui, bien entendu, qui sont un peu passifs. Vous les connaissez? Non, permettez-moi, je suis en train de parler dans un cadre global. Je ne voudrais pas que vous me menez dans des sentiments dans notre genre. Alors, il y a des peuples en fait qui sont souvent passifs de leur souveraineté, voyez-vous. Ils ignorent même quelquefois qu'ils ont le pouvoir absolu sur ceux qu'ils ont eux-mêmes fait des rois. Voyez-vous? Parce qu'en fait, lorsqu'on est au Sénégal, on sait généralement que le peuple sénégalais, c'est un peuple très décisif. Avec ce peuple, c'est de telle enseigne, si vous êtes élu président de la République et vous ne répondez pas aux attentes, c'est-à-dire à la mission, ou alors à vos missions régaliennes, ou aux missions qui vous ont été assignées, d'alors, ils vous demanderont juste de partir. Est-ce que le peuple sénégalais actuellement est contre la gestion calamiteuse de Macky Sall? C'est la question qui prévaut. C'est une gestion calamiteuse? Bien sûr, vu qu'avec sous Macky Sall, il y a eu vraiment des choses qu'on ne s'imaginait jamais, des choses extra. Parce que, voyez-vous, c'est Macky Sall qui est à l'origine des arrestations arbitraires de ses opposants politiques. Voyez-vous, c'est le même système. Je vous ai dit que c'est comme si le système politique en Afrique est contagieux.
C'est le même système qui gouverne partout. Alors maintenant, est-ce que le peuple sénégalais pense qu'un mandat pour Macky Sall sera un mandat de trop et qu'il est temps qu'il libère le plancher? Je pense que nous tous, nous pouvons juger. Vous avez vu comment le peuple sénégalais a porté en triomphe Ousmane Sonko. Vous avez compris en fait, parce que, voyez-vous, on n'a pas toujours besoin de se fier aux résultats des élections dans un pays pour pouvoir définir, je vais dire, la volonté populaire. Vous avez vu l'effervescence au Sénégal quand il s'agit de soutenir Sonko. Vous comprenez que les Sénégalais ne veulent plus du système actuellement en place. Mais alors, est-ce qu'il suffit, si on doit respecter la démocratie au sens propre du terme, il ne suffirait pas de manifester juste son mécontentement, mais alors d'aller exprimer sa volonté dans les urnes. Mais le contexte actuel où Macky Sall n'a pas encore défini une date fixe taraude les esprits pour les élections. Parce qu'en fait, en temps normal, Macky Sall ne devrait même pas tarder. Ça signifie... Je vous relance, le dialogue politique va se tenir le 26 février prochain et il a dit dans son discours que la date fixe pour la tenue des élections sera donnée le 27 au lendemain du dialogue politique. Bien entendu, avant de penser dialogue politique, je pense qu'il était de bon ton qu'en tant que celui qui incarnait encore les institutions qui prennent la décision, puisque quoi qu'il en soit, Macky Sall a encore le plein droit de prendre des décisions d'ordre politique. Bien sûr, là, il est le président sénégalais. Voilà. Mais alors, si Macky Sall jusqu'ici tarde à prendre une décision d'abord unilatérale, d'accord, sur lui-même pour fixer une date éventuelle des élections présidentielles au Sénégal, alors cela vient à être questionné. On ne comprend pas véritablement. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché? Est-ce qu'il le fait, il ne le fait pas sciemment? Parce que nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi j'ai dit, ne soyons pas émotifs. Ne nous fions pas au discours d'un homme politique. Parce qu'en fait, la démagogie est le propre même des hommes politiques. Ah bon? Bien entendu. Le même Macky Sall, ce n'est pas la première fois qu'il annonce qu'il ne se présentera plus aux élections. Vous dites que les hommes politiques sont des démagogues. Bien entendu. Voyez-vous, ce que je vais dire, c'est que les hommes politiques apportent toujours leur costume et cravate remplis de mensonges, remplis de démagogie, remplis de fausses promesses. Ce sont des insultes ou bien c'est de la vérité? Non. Si vous devez bien comprendre, c'est qu'en politique, tous les moyens sont bons. Pourvu qu'ils soient efficaces. Et justement, je vous relance à ce niveau. Si tous les moyens politiques sont donc bons pour qu'ils soient efficaces, pourquoi donc reprocher à Macky Sall d'avoir fait emprisonner ces différents opposants politiques? Est-ce que ce ne serait pas là également un moyen pour lui de rester au pouvoir parce que tous les moyens sont bons lorsqu'ils sont efficaces en politique? Et vous chuterez justement par là. Alors, vous convenez avec moi que lorsque je dis tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces, c'est pas pour dire qu'on devrait fouler aux pieds les principes de la démocratie. Voyez-vous, c'est juste dire, c'est une stratégie politique en fait que les politiciens véreux utilisent. Parce que là, je parlais encore de la démagogie comme étant le propre des politiciens. Voyez-vous? Donc, à dire que tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces, c'est pas pour dire qu'on devrait faire l'apologie des contre-valeurs démocratiques. Et les arrestations arbitraires font partie des contre-valeurs démocratiques. Et c'est le spectacle lugubre, affligeant, en contexte africain. C'est-à-dire mon opposant qui pense autrement que moi doit être, je vais dire, cassé en deux. Très bien. Alors, Isaïe Ateba, Cyril Bonlon décrit le comportement du peuple sénégalais comme étant un bon comportement, un comportement peut-être qui selon lui servirait d'exemple à pour d'autres populations. Mais j'aimerais, vous en tant qu'analyste sociopolitique, quel est le conseil
que vous pouvez donner non seulement à la population sénégalaise, mais au président sénégalais Macky Sall. Au président sénégalais Macky Sall, vous lui dites qu'est-ce qu'il faut faire, et à la population sénégalaise, vous lui dites, ou alors vous leur dites également qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette situation politique au Sénégal que d'aucuns ou alors certaines personnes appellent désormais une situation de crise politique. Je vais dire, avant de répondre à votre question, ce que je vais dire, je vais d'abord lire l'article 27 de la Constitution sénégalaise qui dit « La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. » Bon, vous voyez que cela stipule que Macky Sall ne peut que faire 2 mandats. Au-delà de 2 mandats, il est en train de violer la constitution de son pays. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus épiloguer dessus. On sait que Macky Sall n'a que 2 mandats à faire et partir. Bon, s'il y a un conseil que je peux donner à Macky Sall, c'est de respecter la constitution simplement. Je ne sais même pas pourquoi il veut encore organiser un dialogue. Tout ce qu'il doit organiser sont les élections. Il n'a pas besoin d'organiser un dialogue. Il doit lui fixer une date, organiser des élections et mobiliser tout le matériel et tous les moyens financiers que l'État peut mobiliser pour organiser ces élections. Parce que aujourd'hui, moi je vous dis, Macky Sall, depuis bien de temps, a voulu en quelque sorte écarter tout le monde qui pouvait s'opposer à lui, qui pouvait s'opposer à son 3e mandat. Parce que vous avez vu Ousmane Sonko, qui était juste un candidat aussi à l'élection présidentielle, qui se proposait déjà, et vous avez vu Ousmane Sonko même depuis le dénonçait que non au 3e mandat, c'est-à-dire à la volonté du 3e mandat de Macky Sall, que lui-même il était en train de voir dans un certain nombre de tractations que Macky Sall voulait en quelque sorte prendre un autre mandat, il voulait même déverrouiller la constitution pour pouvoir aller à ce niveau-là. Mais comme c'était un peu compliqué, Macky Sall a voulu passer par un certain nombre de micmacs pour essayer de s'éterniser au pouvoir. Et voyant qu'il ne pouvait plus modifier la constitution, et voyant, parce que le problème de Macky Sall actuellement, lorsque vous observez Macky Sall, c'est qu'il n'a pas préparé un dauphin. C'est-à-dire quelqu'un qui peut en quelque sorte aujourd'hui représenter son parti politique. Et c'est pour cela qu'il a voulu prendre un an de plus parce qu'il savait qu'il ne peut pas se représenter dans la situation actuelle au Sénégal. Il a voulu prendre une année supplémentaire pour essayer d'apprêter quelqu'un pour aller aux élections. Parce qu'il ne l'avait pas fait avant, parce qu'il se voyait toujours comme celui qui va aller dans la continuité, qui va pouvoir prendre le 3e mandat. Mais voyant qu'aujourd'hui c'est compliqué, et il n'a pas de dauphin, c'est-à-dire au sein de son parti, il n'a pas quelqu'un qui est assez prêt, parce que les élections, ça se prépare depuis bien longtemps. On prépare un dauphin, on commence à l'exposer sur la scène politique pour que la population commence à s'habituer. Mais lorsque vous voyez le parti politique de Macky Sall, il n'y a pas quelqu'un qui aujourd'hui, qu'on a exposé, qu'on a habitué. Le Macky Sall, selon vous, aurait été égoïste? Et Macky Sall a voulu être égoïste. Égocentrique? Lui, il a voulu penser à lui-même, ne pas penser au parti politique, ne pas penser au peuple, ne pas penser au pays qui a son pays, qui est le Sénégal. Et aujourd'hui, il se rend compte que c'est impossible. Il a voulu jouer, peut-être prendre un an pour essayer de mettre cette personne en scène pour pouvoir garder le pouvoir, au sein de son parti politique. Mais il constate que c'est pas possible. C'est pour ça qu'il a voulu aussi écarter les Sonko, écarter même celui qui est candidat aujourd'hui à la place de Sonko, qui est envoyé en prison, qui décide que d'ici peut-être bien peu de temps il va libérer, espérons qu'il tienne à ses paroles. Mais pour vous dire vrai, Macky Sall actuellement, vu la colère du peuple sénégalais, qui n'est pas un peuple, je vais dire un peuple amorphe, qui est un peuple qui est réactif, qui est un peuple qui vit, qui est un peuple qui suit la vie politique de son pays. Pourquoi vous aimez ce terme peuple amorphe? Il y aurait des populations qui seraient... Effectivement, il y a des peuples. Moi, c'est pour ça que moi... Vous les connaissez? Généralement, je fais ce qu'on appelle une distinction parfois entre le peuple et la population. Parce qu'il y a parfois des populations, mais il y a d'autres qui sont des peuples, parce que le peuple... Et la différence à quel niveau? Souvenez-le à l'endroit de nos téléspectateurs. Le peuple, moi je vais dire le peuple, généralement, moi je pense que le peuple c'est quelque chose, le peuple a quelque chose qui les unit, quelque chose qui les pousse à agir ensemble. La population c'est un groupement de personnes qui n'a rien d'unité. Donc vous pensez que le peuple est synonyme de nation? Oui, je pense que le peuple est synonyme de nation. Et la population, c'est un peu un groupement de personnes c'est comme si vous étiez dans un marché, plusieurs personnes pas qu'à leurs occupations, sans une idée fixe sur un objectif fixe. Tout le monde vient faire peut-être ses achats et tout le reste. Or que lorsqu'il y a un peuple, on a une idée fixe, on a une idée de la nation, on a une idée du pays, on a une idée de ce qu'on peut bâtir dans un pays. Et il y a des peuples, il y a des populations. Et il va falloir, dans bien des pays, prendre l'exemple de ce qui se passe au Sénégal, parce que le peuple n'est pas juste, je vais dire, la population ou bien le peuple n'est pas juste celui qui vient dire oui à toutes les décisions qui sont prises. Le peuple participe à la vie politique. Le
peuple agit dans la vie politique, lorsque les choses ne sont pas en sa faveur, que le peuple, à un certain moment, sait se mobiliser pour réclamer ses droits. Parce que c'est aussi ça. Un citoyen, quand quelqu'un se considère comme un citoyen, c'est quelqu'un qui a des droits et des devoirs. Et lorsque ces droits sont bafoués, il doit être capable de réagir comme dans le cas là. Parce qu'il ne faut pas qu'on regarde toujours du côté de la population ou bien du peuple pour dire non, c'est là, c'est eux qui créent le désordre. Le désordre, généralement, vient de ceux qui sont au sein des institutions. Ceux qui sont à la tête des institutions, c'est eux qui organisent le désordre. Parce que si Macky Sall ne veut pas prolonger ou bien ne veut pas s'éterniser au pouvoir, il n'y a pas de désordre dans la rue. Et pour terminer, que dites-vous au peuple sénégalais? Ce que moi je vais dire au peuple sénégalais, c'est toujours de rester ce peuple éveillé, qui sait contrôler en quelque sorte ses droits, qui sait veiller sur ses droits, qui sait revendiquer quand cela est nécessaire, qui continue à être ce peuple qui participe à la politique, parce qu'il ne faut pas être généralement, lorsque vous voyez dans certains pays, peut-être dans le nôtre, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils sont en politique. Un citoyen n'est pas politique, on ne vit pas dans un pays en étant en politique. Ah bon? Oui, on ne vit pas dans un pays en étant C'est déjà obligé de faire la politique? Non, quand je parle de politique, je ne veux pas parler de la politique dans le sens de militer dans Vous parlez de quelle politique? Militer dans le sens d'un parti politique. Mais je veux parler de la politique dans le sens où chaque citoyen doit participer, doit veiller au fonctionnement de la nation. Et vous pensez qu'il y a des populations dans certains pays qui ne participent pas au fonctionnement de la population? Quel pays, par exemple? Il y a des pays qui ne participent pas au fonctionnement de l'État. Bon, quand je vais dire fonctionnement, qui ne veille pas, en quelque sorte, c'est-à-dire qui ne veille pas, c'est-à-dire toutes les décisions sont acceptées. C'est en Amérique? Sont acceptées dans comme des lettres à la poste. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'il y a peut-être augmentation de dette, on accepte. Lorsqu'on dit qu'on doit modifier la Constitution, on accepte. Lorsqu'on dit qu'il doit avoir telle chose, on accepte sans. Je pense que vous voulez parler des populations de l'Amérique peut-être. Les populations de l'Amérique, je pense qu'en Amérique, à la base, les gens sont prêts à réagir. De l'Afrique alors? Il faut défendre leurs droits. Il y a des populations, que ce soit en Europe, en Afrique ou dans plusieurs continents qui agissent ici, même en Asie, il y a des populations qui acceptent tout. Qui acceptent tout de leurs dirigeants, venant de leurs dirigeants, qui ne savent pas dire non. Mais je pense que le peuple sénégalais ne fait pas partie de ce peuple-là. Bon, qui continue toujours à veiller à l'implémentation de la démocratie, parce que c'est eux le centre des décisions, c'est eux le centre du pouvoir. C'est le peuple qui décide d'octroyer le pouvoir à qui ils veulent et la durée qu'ils veulent. Parce que le peuple aussi peut se mobiliser pour dire que non, on veut peut-être que telle personne fasse peut-être encore un troisième mandat. Vu la manière dont il a bien géré le pays, on s'est dit que si on laisse cette personne de façon pérenne au pouvoir, il peut apporter bien des choses à notre pays. Bon, c'est le peuple qui doit prendre cette décision. Très bien, et je termine justement, nous sortirons de ce sujet. Je le termine en rappelant cette définition donnée de la démocratie par Abraham Lincoln, que d'ailleurs les différentes maîtresses et maîtres, même enseignants d'école primaire, continuent d'enseigner à nos petits frères, à nos fils, à nos petites sœurs, à nos jeunes sœurs, à nos filles même de ces différentes écoles. Abraham Lincoln disait la démocratie, il définissait la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Situation électorale au Sénégal, Macky Sall dans les taux, l'interrogation que nous nous sommes posées, et les panélistes ont justement répondu par l'affirmative. A tout de suite pour la suite. Bon retour sur le plateau de la rétrospective de l'information pour ceux qui nous retrouvent à présent. Oui, le programme, je le disais tantôt, passe justement tous les samedis lorsqu'il est 10h. Passé de 0 minutes, nous allons jusqu'à 12h. On fait justement, on essaye de reparcourir toutes les différentes situations politiques, sociales et même de toutes les différentes natures que vous connaissez en Afrique et un peu de partout dans le monde. Il est temps pour nous d'aborder justement la première thématique inscrite à l'ordre du jour. Et nous revenons donc du côté du Cameroun parce que nous étions d'abord au Sénégal. Nous revenons donc au Cameroun pour parler de la cherté de la vie. On se pose une seule interrogation. Est-ce que c'est simplement l'asphyxie de la population qui a été déclenchée? Parce que oui, vous le savez, le carburant a été haussé à la pompe. Quand on y va, c'est déjà 840 francs CFA. Comme si ça ne suffisait pas, les différents syndicats de transport ont décidé également à leur tour, de manière unilatérale tout d'abord, de dire, puisque le carburant a augmenté, nous également, nous allons augmenter le prix des transports. Les populations en souffraient. Et
Et certaines personnes, pour quitter, je ne prends qu'un exemple du Carrefour Terminus Miboman, pour aller par exemple à Egounon, vous disiez peut-être 500, 400, 1000 francs et peut-être pourquoi pas 1500 francs CFA. Et le gouvernement justement, pour essayer d'apaiser, de trouver un équilibre entre les différents syndicats et la population, a trouvé justement un équilibre et a donné des différents taux pour essayer de trouver des solutions. Nous, on se pose donc une interrogation cet après-midi. Est-ce que les populations avec ces chérités de la vie vont s'en sortir? Est-ce qu'ils ne sont pas justement face à ce qu'on peut appeler l'asphyxie des populations? Vous regardez le microphone, Isaïe Ateba. On parle de la cherté de la vie au Cameroun. Je présume que vous êtes au courant de toutes ces différentes situations, entre guillemets, tristes, auxquelles font face la population, les populations camerounaises. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que je vous pose. Je pense que, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Parce qu'aujourd'hui, le prix du carburant a déjà augmenté et les populations en souffrent parce qu'il y a encore là, lorsque je venais à Chevroux, là, j'ai stoppé un taxi, j'ai donné l'argent, il m'avait même dit à couper 350, donc j'ai quand même été obligé d'informer le taximan que pour l'instant on n'a pas encore homologué les prix. Il y a eu certains débats, mais pour l'instant il n'y a pas encore eu un communiqué officiel qui assure ces prix-là directement. Bon, sans vouloir vous couper, si vous permettez, je souligne donc à l'endroit de nos téléspectateurs que les prix n'ont pas encore été homologués. 350 francs CFA si le taximan vous coupe 350 francs CFA lorsque vous partez de chez vous pour n'importe quelle destination, il n'a pas le droit. Ou alors, même si c'est dans la nuit et qu'il vous coupe 400 francs CFA pour n'importe quelle destination, il n'a pas également le droit parce que les différents prix n'ont pas encore été homologués. Vous poursuivez, Isaïe Ateba. Oui, ce qui fait que moi j'ai dû réclamer mes 50, bon il m'a remboursé ces 50 là. Bon, ce que moi je veux dire, c'est que nous sommes dans une situation un peu compliquée. Lorsqu'on, tant qu'analyste sociopolitique, je veux dire, on doit analyser le comportement de la société, on doit aussi analyser le comportement des politiciens. Et on doit dire que le comportement des politiciens peut avoir de l'impact sur la société. Et c'est pour cela que je veux dire dans nos différents gouvernants que cette façon de gouverner aujourd'hui, la population, le peuple camerounais, est quelque chose d'assez dramatique et généralement il ne faut pas qu'on pousse la population à l'asphyxie parce que c'est quelque chose qui peut, en quelque sorte qu'on le dise aussi, parfois entraîner des revendications parce que lorsqu'une population n'arrive plus à se nourrir, c'est des choses qui s'expliquent scientifiquement, lorsqu'une population n'arrive plus à se nourrir, lorsqu'une population n'arrive plus véritablement à avoir le nécessaire pour vivre, généralement cette population est poussée à, en quelque sorte, on doit le dire ainsi, à s'énerver. Il faut qu'on évite cela parce que lorsqu'on augmente le carburant, ça entraîne généralement ce qu'on peut appeler l'effet domino, c'est-à-dire ça va entraîner l'augmentation du coût du transport. L'augmentation du coût du transport va entraîner l'augmentation des denrées parce que les gens vont dire non, il faut déplacer peut-être je vais dire le manioc de l'Est pour Yaoundé ou bien de tel autre village pour ici. Il faut que le coût du manioc augmente aussi. Et ce qui fait qu'on va se retrouver comme de plus en plus dans ces temps-ci avec une certaine cherté de la vie qui est en train de s'observer aujourd'hui parce que tout a augmenté. Finalement, tout est en train d'augmenter. On se retrouve avec une population qui aujourd'hui n'arrive plus à avoir les produits de première nécessité à des coûts acceptables. Et surtout qu'on connaît le pouvoir d'achat des Camerounais, on connaît aussi le niveau de chômage au Cameroun qui fait en sorte que les populations ne peuvent pas en fait supporter un certain rythme de vie, ne peuvent pas accepter un certain coût de la vie. Et ce que je vais aussi dire, c'est qu'il faut véritablement qu'on fasse attention, il va falloir que les pouvoirs publics, en quelque sorte, nous laisse dans une situation passagère parce que si on a augmenté les salaires, disons, c'est 5% au niveau des fonctionnaires qui sont très peu au sein de la population. Comme on le dit aujourd'hui, il y a très peu de fonctionnaires. Bon, augmenter le salaire au niveau de la fonction publique ne résout pas le problème parce que la grande majorité de la population est au-delà de la fonction publique. On va justement aborder le pan des solutions avant de terminer le sujet. Ok, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'au bout
bout d'un moment qu'on pense à cela, c'est-à-dire qu'on se dise, lorsqu'on augmente le coût de la vie, la grande majorité de la population vit d'abord dans, je vais dire, l'économie parallèle, c'est-à-dire l'informel, et la grande majorité de la population vit peut-être moto-taximène, taximène et tout le reste, vivent des petites activités qui aujourd'hui qui font en sorte que la population ne peut pas supporter le rythme de ces augmentations-là, parce qu'il va falloir qu'on le dise aujourd'hui. Généralement, on se dit que le peuple camerounais peut tout supporter, mais non, il ne faut pas qu'on continue à pousser le bouchon loin, parce que les caisses de l'État sont vides, parce qu'on doit le dire aujourd'hui, on doit le dire, c'est lorsqu'on avait mis le premier communiqué qui stipulait qu'il risque d'avoir l'augmentation du carburant, on était en train de parler de cette situation, c'est-à-dire de cet État aujourd'hui qui se retrouve avec plusieurs choses à faire, mais qui n'a pas de liquidité. Et pourquoi on n'a pas de liquidité? Il faut qu'on pense à l'économie aujourd'hui, à l'économie de production, à l'économie où on peut produire, parce qu'aujourd'hui, cet argent, nous sommes dans un état aujourd'hui où on ne produit pas, mais on est en train de consommer, et généralement c'est la population qui se retrouve. Et pourquoi on ne produit pas? Pourquoi on ne produit pas? Parce qu'on est beaucoup plus d'abord basé sur une économie extravertie. Comme on dit aujourd'hui, on a une économie d'importation, on importe le riz. C'est-à-dire qu'une économie retournée vers l'extérieur. Vers l'extérieur, on importe le riz, on importe le poisson, on importe le blé, on importe tout un... On importe les bœufs, on importe les œufs, on importe les chiens, on importe les poules. Et dernièrement, on parlait encore des punaises, même dans la ville de Yaoundé, parce qu'on importe même la brocante, c'est-à-dire vêtements, matelas et tout le reste qu'on va prendre aujourd'hui. Et on développe cette économie. Vous dites qu'on importe les matelas? Effectivement, c'est-à-dire les matelas que d'autres personnes ont utilisés dans d'autres continents. Mais lorsque vous partez, on vient avec ceci au Cameroun. Est-ce que vous ne voyez pas ces fameux matelas? Les Camerounais dorment dessus. Effectivement. Est-ce que ça ne donne pas des maladies en cette C'est pour cela alors que dernièrement on a parlé de l'entrée des punaises au Cameroun, c'est-à-dire qu'on avait ces puces-là qui sont entrées au Cameroun, qu'on retrouvait du côté, je pense, comment on appelle ces quartiers, la brique, au quartier de la briqueterie. Il y avait des punaises qui se sont répandues de ce côté-là, parce qu'il y avait des marchandises qu'on a importées là-bas, c'est-à-dire vêtements, matelas et tout le reste qui se sont retrouvés dans le pays. Bon, c'est cette économie de l'importation qu'il faut aujourd'hui que l'État se retrouve asphyxié, c'est-à-dire on ne produit pas et on se retrouve en train d'asphyxier une population qui ne produit pas. Parce qu'on a juste une économie qui fonctionne pour payer les fonctionnaires. Aujourd'hui, vous voyez, lorsque l'État reçoit de l'argent, c'est pour payer les fonctionnaires. On reçoit de l'argent, c'est pour payer les fonctionnaires. Mais il va falloir qu'on pense à la productivité, c'est-à-dire de mettre les Camerounais au travail, de développer une économie. L'État parle de l'impôt substitution depuis, mais on a l'impression que ça reste juste des slogans, ça reste juste des mots. Et la fête de la jeunesse de cette année, le slogan de la fête de la jeunesse de cette année parle encore de l'impôt substitution. L'impôt substitution. Il faut que ça sorte des slogans, que ce soit un État qui produit aujourd'hui. Et là, vous allez voir qu'on n'aura plus ces soucis d'asphyxie, on n'aura plus, et le pouvoir d'achat même des populations va augmenter. Bon, moi je dis encore que le gouvernement repense véritablement sa politique, sinon on risque d'avoir, comme en 2000, je pense que c'était 2008, les émeutes de la faim qui avaient eu en quelque sorte, c'est-à-dire où les populations sont sorties dans les rues. Et juste aussi, vous pensez aussi, vous vous rappelez bien de l'augmentation du prix du carburant. Très bien. Alors Cyril, bon, j'étais assis quelque part hier, c'est une petite anecdote que je partage avec vous. J'étais assis quelque part hier, j'avais, puisque tout le monde a faim, je voulais un peu manger quelque chose. Et puis quand on vient me servir, c'était une nourriture faite à base de la farine. J'ai l'habitude de consommer là-bas, mais bizarrement quand je suis arrivé, c'était petit et je dis à la serveuse qui est venue me déposer le plat, je lui dis mais pourquoi c'est déjà petit comme ça? Elle me fait comprendre que on a augmenté le prix de la farine. Je lui pose la question de savoir, mais pour avoir de la farine, on fait de la farine à base du carburant. Elle me dit que quand on achète à la boutique, pour transporter, les taximènes nous prennent cher. On a envie de dire que l'augmentation du carburant a conduit à l'augmentation de la farine, l'augmentation des arachides, l'augmentation du riz, l'augmentation de toutes les différentes denrées alimentaires que vous connaissez. Ce taux d'inflation qui ne fait qu'augmenter, qui ne fait qu'être haussé, à qui la faute? Aux populations ou à l'État camerounais? Alors, très rapidement, monsieur Cyril Akono, je vais rappeler une chose. Il faut que cela soit clair dans les antennes.
de tous ceux qui nous suivent ce matin. Tout n'est pas politique, mais la politique s'occupe de tout. Alors, je pense que si le monde se porte bien, c'est parce que la volonté politique y est pour quelque chose. Si le monde se porte mal, c'est parce que la volonté politique y est pour quelque chose. Alors, je reviens donc à votre préoccupation principale. La cherté de la ville qui nous préoccupe trop aujourd'hui parce que nous sommes confrontés à cette difficulté au quotidien. Vous savez, pour analyser les questions relatives au Cameroun, il faut prendre beaucoup de recul parce que c'est un pays très sensible. Je tiens à rappeler que le président de la République nous a étalé plus ou moins les difficultés auxquelles le pays était confronté et a tendu une main vers la grande majorité qui est la population. Je pense que l'augmentation flagrante du carburant ne devrait plus nous surprendre parce que c'était déjà envisageable, parce que nous l'avons compris dans le discours du président, même s'il n'a pas été explicite. Alors, face à cette situation, je continue de dire que l'économie camerounaise est beaucoup plus extravertie. Et c'est la raison pour laquelle la cherté de la vie peut aussi impacter la population. Voyez-vous, parce que lorsqu'on ne peut pas produire, lorsque même les produits de première nécessité dans votre propre pays, vous êtes obligé d'importer, vous comprenez que vous pourriez être confronté. Il me semble même que la dernière fois, lorsqu'il y avait la rareté du carburant, il y avait eu pénurie du carburant, on faisait état de ce que le transport, il y a eu un souci au niveau du transport maritime. Mais vous voyez que tous ces éléments peuvent impacter, peuvent influencer le coût de vie social. Alors, lorsque dans votre pays, vous ne pouvez pas produire jusqu'au cul-dent, il faut importer, il y a problème. Il y a problème, voilà pourquoi nous devons miser véritablement sur la production locale. D'accord? Vanter notre production locale pour pouvoir essayer de combler le déficit de l'exportation des produits, de l'importation des produits. D'accord? Au contraire, nous devons être des potentiels exportateurs. Pourquoi pas? On pourrait vendre nos produits à l'extérieur, tout comme nous importons. Alors, je tiens à rappeler, le Camerounais lambda ne vit pas, il survit. Ah bon? Bien entendu. Parce qu'en fait, nous avons déjà traversé... ce que vous dites. Permettez-moi, nous avons déjà traversé des moments les plus difficiles possibles. En fait, nous sommes déjà plus qu'asphyxiés. Maintenant, on essaie juste, je vais dire quoi, de chercher un peu d'oxygène pour pouvoir respirer. Oh là là. Bien entendu. Parce que, en fait, je vais dire que le président de la République nous a dit serrer la ceinture, on l'a serré. Mais force est de constater que nous avons tellement serré la ceinture que même le corps ne supporte plus. Bien entendu. Le sang ne passe plus. Bien entendu. Au Cameroun, quand tu demandes à quelqu'un tu fais quoi dans la vie, il te dit je joue au maintien. Ça signifie il ne vit pas, il survit. Il joue au maintien. Les seules personnes habilitées à profiter de, je vais dire, du peu de ressources que nous avons, ce sont des jouisseurs. Et ça ne pourrait pas être un Camerounais lambda, par exemple. Alors, je tiens à rappeler, les pouvoirs publics doivent prendre des prédispositions pour que les choses puissent changer, pour que les éléments, en fait, les éléments, je vais dire quoi, de première nécessité, tels que les aliments de consommation, puissent être à moindre coût, pour nous permettre au moins, parce qu'en serrant même également la ceinture, il faut, on dit que c'est le ventre qui porte la tête, il faut au moins se mettre quelque chose sous la dent. Vous comprenez avec moi que
véritablement, la situation est embarrassante. La situation est tellement compliquée. La situation fait peur. La situation sociale au Cameroun, on avait la cherté de la vie. L'augmentation du carburant n'est que, je vais dire quoi, une goutte d'eau qui vient déborder le vase. Bien entendu, parce qu'en fait, la situation en elle-même est vraiment... Et maintenant, je vais souligner un élément très important et que beaucoup font souvent semblant d'ignorer. En fait, il y a également la responsabilité de certains agents véreux de la société. Il y a des personnes qui profitent de la situation sociale qui prévaut, peut-être de la crise qui prévaut, pour pouvoir asphyxier les Camerounais à leur niveau. Par exemple, on a dit que le prix homologué d'un sac de ciment, c'est peut-être 2000 francs. D'accord? Vous verrez un individu qui, de façon égocentrique, va décider d'augmenter 500 francs au-dessus du prix homologué. Non, mais à ce niveau, pour relancer justement à ce niveau, si vous permettez. Permettez-moi, j'arrive. Allez-y. Et de là, vous pourrez me relancer si vous le voulez. Mais alors, à juste titre, face à un certain nombre de situations où vous êtes confronté à une difficulté, vous n'avez pas de choix que d'acheter. Voyez-vous? Parce que même ceux qui ont la charge de contrôler les prix, généralement, ils n'arrivent pas partout. Vous voyez? Donc, il y a également ce volet-là qu'il faut également regarder. Parce que mon compagnonniste venait de le souligner tout à l'heure avec les transporteurs. Actuellement, les gens ont augmenté les prix selon leur convenance. Ce n'est nulle part homologué, mais alors ils ont décidé unilatéralement d'augmenter les prix. Et cela ne gêne personne. Vous pensez que si un taximan vous dit que désormais le transport, au lieu d'être 300 et 500, s'ils sont peut-être 5 à penser comme ça, vous n'allez pas collaborer ou vous allez rester en route? Les populations n'auront rien à faire. Bien entendu. Sous les accablants ou sous les pluies. Bien entendu, je profite donc pour attirer l'attention de ces gens parce que l'État doit mettre en marche ces appareils répressifs, les leviers de l'État pour pouvoir assurer que toutes les décisions qui sont prises à leur niveau sont respectées sur le terrain. Parce que déjà, pour ce qui concerne les transporteurs intérieurs, mais les agences de voyage, je ne sais pas si également l'homologation des prix les concerne. Parce que ces gens ont toujours eu leur prix. Ils fixent leur prix selon leur vouloir. C'est-à-dire le matin, ça peut être 500 et le soir c'est déjà 1500. Il n'y a pas de débat dessus. Ce sont eux qui fixent. Mais il me semble que 1 kilomètre de route au Cameroun, jusqu'à preuve de contraire, peut-être il y a eu changement entre-temps, je suis pas au courant, est à 14 francs. Mais si on s'en tient aux différents prix qu'on nous donne dans les agences de voyage, vraiment, c'est l'impression que les agences de voyage sont devenus des présidents de leur république. Bien entendu, parce que là, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Vous allez voir que c'est chaque agence de voyage qui a son prix, selon sa convenance. Et donc, cela n'écœure personne. Mais pourquoi vous voulez alors qu'au niveau des taximans, qui s'en tiennent au prix que vous leur donnez, alors que leurs collègues dans notre domaine, plus ou moins similaires, ont des prix tarifaires qui les arrangent? Très bien. Donc, c'est vraiment cette situation qui m'écœure. Et je pense que les pouvoirs publics devraient solutionner à cette situation et qu'ils devraient prendre des mesures un peu plus drastiques de sanctions envers tous les agents véreux. Parce qu'à un moment donné, vous savez, gouverner aussi, c'est prévoir. Parce qu'en même temps, lorsqu'on n'a pas prévu, ça part dans tous les sens. Si on avait pensé tout ce qui nous arrive, c'est qu'on ne serait plus là. Si on avait compris que l'économie extravertie peut être source de notre échec ou alors de notre sous-développement, alors on ne serait plus là. Vous avez l'impression que le gouvernement n'a pas pensé? Le gouvernement camerounais ne prévoit pas?
Si le gouvernement a pensé, je pense qu'il est l'heure des grandes réalisations. Il est l'heure de concrétiser ce qu'on a pensé pendant 40 et poussières d'années. Donc, c'est ambigu, c'est très compliqué. Et donc, là-dessus, j'interpelle encore les pouvoirs publics parce qu'ils ont la lourde responsabilité. Vous allez chuter, Cyril? Bien entendu, je vais chuter pour dire que le peuple a remis sa souveraineté entre les mains du Léviathan. Le Léviathan qui se charge d'assurer sa sécurité, tant sur le plan nutritionnel, sur le plan de vie, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan politique, donc, sur le plan économique. Je tiens à remettre ma souveraineté entre les pouvoirs publics puisqu'ils ont la responsabilité. Merci. Très bien. Alors Isaïe Adiba, le Cyril Bonon pense que le peuple a remis sa souveraineté entre le Léviathan, pour emprunter les expressions de Machiavel dans son livre justement le Léviathan. Mais vous avez tous deux parlé d'une économie extravertie qui conduirait le Cameroun à cette asphyxie des populations dont nous parlons aujourd'hui. Mais comment vous expliquez le fait que le Cameroun ne puisse pas produire? Vous avez conseillé au gouvernement camerounais de supprimer cette affaire d'économie extravertie. Mais comment faire si le peuple, si au Cameroun on ne produit pas? Qu'est-ce qui manque au Cameroun? Ce sont les produits qui manquent au Cameroun pour qu'ils puissent produire. Ce sont les mains qui manquent au Cameroun pour qu'ils puissent produire. Est-ce que les populations camerounaises ne veulent pas, ne savent pas travailler? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on commence à produire, ne serait-ce que les produits de première nécessité au Cameroun? Ce que je vais dire, c'est que tout le monde ne peut pas gouverner un pays. C'est pour cela qu'on choisit des gouvernants, on choisit une minorité qui doit en quelque sorte réfléchir pour la grande masse. Et si la minorité n'est pas en mesure d'un certain nombre de choses, si la majorité n'est pas en mesure de faire un certain nombre de choses, c'est parce que la minorité n'a pas implémenté un programme pour pouvoir permettre à ceci d'aller dans ce sens. C'est pour cela qu'on parle de gouvernement et de gouverner. Parce que je veux dire, nulle société au monde ne fonctionne sans une personne sans un groupe ou une personne sans des personnes qui prennent des décisions. Même à la famille, il faut qu'il y ait le mari et peut-être la maman pour prendre la décision. Il faut qu'il y ait un chef de famille. Effectivement. Même comme les femmes réclament aujourd'hui l'égalité. Ça peut être même une femme, c'est pas un problème. Parce qu'il y a eu des sociétés où le chef de famille était des femmes, ou bien il y avait même des chefs qui étaient des femmes, c'est-à-dire on prenait les femmes comme... En Angleterre, on parle par exemple des reines. Voilà, ça peut être une dame, ça dépend, mais tout le monde ne peut pas gouverner. Il faut des personnes pour gouverner, pour que la masse suive. Et aujourd'hui, s'il y a un problème de production au Cameroun, on va juste dire qu'il y a un problème de gouvernance. Ah bon? Oui, il y a un problème de gouvernance. Et lorsqu'on ne gouverne pas, ça devient quelque chose d'inquiétant. Parce qu'il a parlé, il a parlé de Machiavel, du Léviathan et tout le reste. Mais il y a ce qu'on peut aussi parler du contrat social, c'est-à-dire avec Jean-Jacques Rousseau, qui est aussi quelque chose d'évocateur, c'est-à-dire il y a autour des citoyens qui s'organisent, qui décident de s'organiser et qui décident en quelque sorte d'octroyer une partie de leur souveraineté à quelqu'un, à un individu ou à un groupe d'individus, et dit à cette personne on va te donner tout le bien nécessaire, mais on veut que tu nous gouvernes, que tu penses la société. On signe un contrat, toi tu nous donnes ceci, nous on te donne cela. C'est-à-dire on te donne, on paye les impôts, on fait ceci, on travaille pour la nation, et en contrepartie, toi tu nous apportes la sécurité, la santé, le bien-être, tout ce qui est possible. C'est pour cela que même le chômage est de la responsabilité du gouvernement. Lorsque vous allez voir dans certains pays, on va dire on est en train de faire partie telle personne, tel président, parce qu'il n'a pas pu résoudre le problème du chômage, ou depuis que tel président est arrivé, il a redressé la courbe du chômage. Vous suivez souvent ça dans les médias ou dans certains pays. Même la responsabilité de trouver l'emploi est de la responsabilité de l'État. Bon, aujourd'hui, si on n'arrive pas à produire, si on a cette économie extravertie aujourd'hui, c'est parce que les politiques publiques n'ont pas été savamment pensées dans ce sens-là. Et il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui pour qu'on améliore cela, qu'on pense à cela. Et aujourd'hui, on est en train de voir même qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'être asphyxiés. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines contraintes au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire parfois ils évoquent souvent la crise russo-ukrainienne, oui, qui peut être responsable. On a évoqué la crise du Covid qui était... Et parlant justement de crise russo-ukrainienne, nous allons aborder d'ici pour le point des solutions. Mais vous avez
Du côté de l'Ukraine, on a par exemple le blé qui nous venait souvent, ou alors qui nous vient pour la fabrication du pain. Pourquoi comment vous expliquez le fait que depuis que cette crise russo-ukrainienne a commencé, le Cameroun n'arrive pas à trouver une alternative pour pouvoir produire de manière générale le pain, ou alors de manière abondante le pain? Pourquoi le Cameroun n'arrive pas? Pourtant, il y a, par exemple, on nous parlait de la farine de manioc, de la farine de plantain. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ce blocage? Si vous êtes le journaliste, c'est vous qui posez les questions, mais si je vous posais une question, que ce gouvernement est là depuis quand, c'est ceux qui dirigent sont là depuis quand. Aujourd'hui, vous allez voir que ceux qui nous gouvernent ne sont plus aptes à gouverner. Moi, je vais le dire aussi, franchement, oui, ils ne sont plus aptes à gouverner le Cameroun d'aujourd'hui. C'est pour cela que vous voyez ailleurs, on parle de l'alternance. L'alternance, on parle d'alternance parce qu'il faut que généralement les gouvernants s'adaptent au niveau, je peux dire, à une certaine période de la vie, et c'est pour cela que Chateaubriand disait que l'homme d'État doit être l'homme de son temps. C'est-à-dire au bout d'un moment, pour gouverner, il faut être l'homme de la période. Donc vous pensez que toute gouvernance doit être fille de son temps? Oui, effectivement, et ceux qui sont là aujourd'hui avec nous ne comprennent plus ça. Ils ont pris le pouvoir, disons, après les indépendances. Il fallait juste venir assurer la permanence, c'est-à-dire venir gérer le pouvoir pour, en attendant que ceux qui sont peut-être en Occident puissent venir gérer. Mais maintenant, le temps de la permanence est passé. La permanence est passée. C'est-à-dire le temps de quoi? Ils n'ont pas compris qu'ils étaient indépendants, qu'ils devaient gouverner un peuple, effectivement, c'est-à-dire apporter des solutions politiques. Bon, il est difficile aujourd'hui de demander au pouvoir actuel de pouvoir changer les choses. Il est très difficile aujourd'hui parce que, quand on le dit aujourd'hui, on va dire la vérité, le logiciel, ils ont un ancien logiciel de gouvernance qui ne s'adapte plus. Pensez que le logiciel est caduc? Oui, le logiciel est obsolète. Quand on dit la vérité. Il est obsolescent. Parce que vous avez posé une question assez pertinente. Pourquoi il n'arrive plus? Il y a une crise qui est là, mais pourquoi il n'arrive plus à réfléchir qu'on doit faire ceci ou cela? Non, ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui ont toujours gouverné d'une façon de changer le mode de gouvernance. C'est pour cela que moi je trouve en quelque sorte qu'il va falloir changer les personnes. Très bien, vous gardez le microphone, on passe au pan des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de résoudre ce problème de cherté de la vie au Cameroun? Les populations vont tout droit, on a envie de le dire, vers l'asphyxie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en quelques mots, vous voyez, si vous observez dans tous les pans, que ce soit les taxes, les impôts et bien de choses ont augmenté. Et je vais dire, le gouvernement a engagé un certain nombre de projets, c'est-à-dire des projets qu'ils ont appelés des projets structurants, qui n'ont pas mené à terme. Et ce qui fait qu'il y a eu des énormes détournements de fonds, comme on le dit aussi ici, les fonds qui devaient permettre d'achever les projets structurants ont été détournés. C'est pour cela qu'on a une autoroute qui est inachevée. On a beaucoup de barrages qui devaient être actuellement entre le produit de l'électricité qui ne sont pas achevés. Ce qui fait aujourd'hui qu'on doit ponctionner l'argent au niveau des poches des citoyens pour pouvoir aller à terme avec ces projets. Et généralement aussi certains projets sont des éléphants blancs parce que lorsqu'on organise, on parle d'un projet structurant, c'est un méga projet qui doit être rentable, qui doit être productif. Mais on a beaucoup de projets qui ne produisent pas. Et vous avez, je dis même l'autoroute Douala-Yaoundé qui est bloquée. Ça devait être un projet où l'État, en quelque sorte, devait se renflouer les caisses parce que vous connaissez le nombre de trafic qu'il y a entre Douala et Yaoundé. Et essayez d'imaginer maintenant sur une autoroute où les voitures doivent aller un peu plus vite. Ça veut dire que le trafic routier devait être très rapide et dense là-bas et permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de l'argent au niveau des péages et de tout le reste, surtout qu'on a mis des péages automatiques, qu'on espère véritablement automatiques, où il faut payer un certain nombre d'argent pour pouvoir traverser. Moi je dis, il y a d'abord un projet où on pouvait récupérer une partie d'argent qu'on investit sur l'autoroute, bon, c'est-à-dire l'autoroute pouvait payer de l'argent qui a été dépensé dessus, mais aujourd'hui on se retrouve en train de rembourser en quelque sorte les dettes et on doit prendre l'argent dans les poches des Camerounais parce que même le ministre du Commerce avait parlé du problème de tension budgétaire qu'il fallait en quelque sorte combler. Et moi je dis aussi au niveau... Donc les solutions sont difficiles à donner? C'est pour ça que ce sont les solutions que je suis en train de donner. C'est pour ça que je dis aujourd'hui il va falloir aller au terme d'abord des projets qui peuvent nous donner de l'argent, qui peuvent faire en sorte qu'on récupère de l'argent pour qu'on ne pensionne plus d'abord dans les poches des populations. Et maintenant, parce que lorsque vous voyez la cherté de la vie, généralement c'est parce que les taxes ont été ajoutées sur les produits. On a ajouté un certain nombre de taxes sur les produits, ce qui fait qu'on se retrouve avec des produits qui sont chers parce qu'il faut ajouter les taxes. Et
Au niveau du carburant, il va falloir qu'on mette sur pied notre Sonara. Parce que nos pays, les pays voisins qui sont autour de nous, produisent le carburant, distribuent le carburant à moindre coût. Vous allez voir que la majorité des pays qui sont limitrophes à nous, si vous prenez le cas du Nigeria, le Nigeria a presque 500, en Guinée, le carburant à 400, au Gabon c'est à 500 quelque chose, mais ce n'est qu'au Cameroun. Il y a d'ailleurs une image qui circule dans les réseaux sociaux où on voit le carburant du Nigeria en train d'être vendu dans les bouteilles à 1,5 litre à 350 francs CFA le litre. Voilà, vous voyez qu'on se retrouve dans une situation où normalement on doit avoir le carburant moins cher parce qu'on produit du carburant mais qu'on ne transforme pas sur place. On produit du carburant, on envoie ailleurs, ça peut être transformé. Et quand on va réacheter ce carburant, c'est déjà cher. On achète cher. Ça veut dire que c'est parfois même on nous fait acheter des déchets. Des déchets, effectivement. Très bien. Et parfois vous allez avoir le carburant de mauvaise qualité qui va être même polluant même parce que vous y arrivez, c'est un carburant que lorsque vous arrivez, l'odeur qui sort même de ce carburant là, vous sentez que c'est pas du bon carburant. Je ne sais pas si ça a été c'est sorti de là-bas comme ça ou bien on commence nos frères qui viennent parfois tuer ce carburant ici sur place. Bon, on va pas. Ce que les Camerounais appellent quelque part l'ozoazoa. Voilà, qui a été diminué. Pour moi, je dis il va falloir mettre sur pied notre Sonara et penser aussi qu'il faut produire nos propres produits de consommation. Pourquoi ne pas consommer la farine de patate que de toujours consommer la farine du blé? Très bien, et le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, parlant justement de la Sonara, a récemment nommé un directeur à la tête de cette entreprise. Cameroun, cherté de la ville, asphyxie des populations déclenchée, Cyril Bondon. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, en guise de solution, je pense que nous avons la solution, sauf que je ne sais pas pourquoi on n'implémente pas. Ah bon? Oui, mais vous avez la solution? Face, nous tous nous avons et nous connaissons les solutions. C'est pas qu'on ignore les solutions, c'est juste que voilà, on fait semblant d'ignorer. Alors, en réalité, face à une telle situation qui prévaut, il y a d'abord réduire le coût de vie de l'État. Le train de vie. Le train de vie. Le coût de vie, c'est la même chose. Le train de vie de l'État. Le pouvoir doit essayer, les pouvoirs publics doivent essayer de voir dans quelle mesure réduire le train de vie de l'État. D'accord? C'est d'abord la première solution. Parce qu'il ne faut pas toujours guetter dans les caisses du contribuable. Maintenant, il faut également, pour pallier à cela, veiller au strict respect des mesures édictées par les pouvoirs publics. Est-ce que sur le terrain, les agents publics les respectent à la lettre? Maintenant, au niveau des rémunérations salariales, il faut revoir. Le SMIC au privé est fixé à 60 000 francs. D'accord? Mais à la grande surprise, c'est que pour la plupart du temps, les promoteurs d'entreprises privées ne payent pas les 60 000 francs comme SMIC. Et étant donné que les populations sont à la merci de la précarité, ils sont obligés de s'adapter à ce qu'on les donne. Quelquefois, ça ne respecte pas la norme édictée. Mais alors, on va faire comment? Et je pense qu'il est de bon temps que l'État se penche sur cette situation et veille au strict respect de ces mesures. Parce que la précarité vient aussi de là. Puisque si vous êtes employé dans une structure privée et qu'on ne vous paye pas à juste titre, vous allez toujours trouver la vie chère, quoi qu'il en soit. C'est une évidence. Or, si on vous paye à juste titre, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Maintenant, il est de bon ton que l'État mette hors d'état de nuire tous les agents véreux qui, contre leur gré, augmentent de façon volontaire les prix qui sont homologués. Parce qu'il me semble qu'il y a un certain nombre d'individus sur le terrain. Lorsqu'ils s'entendent seulement pénurie du carburant, ils bloquent d'abord toutes les stations. Ah bon? Bien entendu. Et donc, ça devient une affaire frauduleuse. C'est-à-dire, on vend le carburant à une certaine heure. Voyez-vous? Vous comprenez que ils sont et avec augmentation naturellement des prix,
ils sont dans une logique de toujours profiter. Parce que l'investisseur camerounais est un peu égocentrique. Il faut qu'on le dise. L'investisseur camerounais n'est pas humaniste. À un moment donné, l'investisseur camerounais veut tout avoir pour lui seul. Voyez-vous? C'est-à-dire, comme il a investi, il veut gagner 100% et ne rien perdre. Et c'est dans cette logique qu'on devrait vraiment batailler. On devrait éviter cela. L'État devrait mettre tous les moyens en jeu pour pouvoir mettre hors d'état de nuire les individus qui agissent ainsi. À travers le contrôle même déjà des prix. Est-ce que les gens respectent véritablement les prix? Parce que parfois, il y a certaines décisions que l'État n'a jamais prises, mais qui sur le terrain, c'est vraiment la catastrophe. Les individus se sont fixés de façon arrogante leur prix. Voyez-vous, cette situation doit être revue. Et je pense que, vous savez, l'anarchie s'installe lorsqu'il y a le laxisme de ceux qui sont censés encadrer les hommes. Dans un état où il y a la rigueur, où le contrôle permanent est l'effet du pouvoir en place, vous ne verrez pas cette façon anarchique de fonctionner. Vous allez chuter. Alors, je pense que la solution actuelle, nous l'avons au bout des doigts, il faut juste l'implémenter. Merci. La solution actuelle, nous l'avons au bout des doigts. Il faut juste l'implémenter. Même comme je ne sais pas si les téléspectateurs ont eu la solution que vous dites que nous avons tous au bout des doigts. J'ai essayé d'énumérer quelques solutions, notamment réduire le train de vie de l'État, éventuellement mettre hors d'état de nuit ces agents véreux qui, contre leur gré, augmentent les prix de façon drastique. Et en même temps revoir les salaires des particuliers, les salaires des gens qui travaillent, parce que l'État ne se limite pas qu'à la fonction publique. Hein. Revoir le salaire minimum interprofessionnel garanti. Très bien, Cameroun, cherté de la vie, l'asphyxie des populations déclenchées, c'est ce qu'il fallait dire pour cette thématique. Je prends un verre d'eau. Bon retour sur le plateau de la rétrospective de l'information. Il est temps justement pour nous d'aborder la deuxième thématique qui nous fait voyager pour aller du côté de l'Afrique du Sud pour parler justement des élections nationales. Et on se pose une interrogation: est-ce que l'ANC serait un parti politique mal parti? Pour ceux qui nous suivent du côté du Bangladesh, l'ANC c'est justement le Congrès national africain, le parti politique au pouvoir du côté de l'Afrique du Sud, actuellement dirigé par le président de la République, Cyril Ramaphosa, également
gouvernement autrefois dirigé par Nelson Mandela, le patron de l'apartheid, toujours du côté de cette Afrique du Sud. Le président de l'Afrique du Sud, justement Cyril Ramaphosa, a pris une décision et a donné la date à laquelle seront tenues ces différentes élections nationales. Ce sera donc le 29 mai prochain. Mais vu les différentes crises, entre guillemets, sanitaires, politiques, économiques et même sociales, est-ce qu'on peut dire que le Congrès africain, le Congrès national africain est mal parti pour perdre les élections? Est-ce que le Congrès national africain, est-ce que le moment est venu pour le Congrès national africain de sortir du pouvoir ou alors de passer la main à un autre parti politique, vu également ces différents partis politiques d'opposition qui continuent de se serrer afin justement d'arracher ce fanion à la NC. Vous gardez le microphone, Cyril. Bon, je présume que vous êtes au courant de cette situation politique qui prévaut déjà justement du côté de l'Afrique du Sud. On a envie de dire que en Afrique, les situations politiques, toutes ressemble aux crises. Vous le disiez, vous le soulignez déjà. D'ailleurs, qu'en Afrique, toutes les différentes situations politiques se ressemblent. Quelle analyse faites-vous par rapport au Congrès national africain, parti politique de Cyril Ramaphosa du côté de l'Afrique du Sud, face aux élections présidentielles qui se tiendront le 29 mai 2024? Bon, mon cher Cyril Akono, c'est vraiment spectaculaire parce que quand bien on croit avoir trouvé un pays où règne la sérénité, où la démocratie a encore tout son sens, d'alors on est déçu en Afrique. Alors, notre homonyme commun, je parle de Cyril, je pense que quand il était arrivé au pouvoir, nous autres avons pensé que bah, voilà, peut-être il devrait apporter une retouche. Plus ou moins, il devrait être plus efficace que ses prédécesseurs. Mais réellement, nous sommes curieux, nous sommes vraiment déçus de la situation socio-politique qui prévaut actuellement là-bas. Et donc, mon analyse c'est que actuellement, l'ANC n'a jamais connu cette chute, ce déculottage à ce niveau parce que c'est un parti de référence. De référence, pourquoi? Parce que notre légende de tous les temps l'a porté. Je parle de la personne de Nelson Mandela. Et donc, quand au jour d'aujourd'hui, l'homme qui est aujourd'hui une référence mondiale n'est plus là et que son parti devient, je ne sais pas, un instrument mal utilisé. Si nous étions en Afrique, on devrait dire que utilisé par des sorciers mal initiés. Et donc ça part dans tous les sens. Et donc ça craint. Ça craint en ce sens où lorsque la population de l'Afrique du Sud commence à s'agiter, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Souvenez-vous que quand nous sommes dans une maison, s'il y a un incendie et en fait, on ne va pas seulement vous dire qu'il y a un incendie, mais la réaction de ceux qui sortent de là vous feront comprendre que réellement la maison a pris feu. Alors, actuellement en Afrique du Sud, la situation qui prévaut de ce côté, vraiment, ça remet en question la démocratie en Afrique et les réalités. Parce que, quoi qu'on dise, je vous disais dès l'entame de mon propos que le peuple est souverain. Et donc le peuple a le plein pouvoir de souveraineté. Et c'est le peuple qui est à l'origine du pouvoir. Et donc, s'ils ont jeté leur dévolu sur Ramaphosa et aujourd'hui ils sont un peu déçus, il est de bon ton qu'ils manifestent leur mécontentement d'une façon ou d'une autre. Parce qu'en réalité, vous avez oublié de mentionner que l'Afrique du Sud actuellement traverse des situations vraiment curieuses. Déjà, on a le problème de la crise de l'électricité. Vous comprenez que ça devient vraiment très très dangereux parce qu'on ne comprend pas comment un pays qui n'a pas souvent eu cette difficulté. C'est différent pour on peut comparer l'Afrique du Sud au Cameroun. Bien entendu, dans notre gens, on commence à voir, parce que je tiens à rappeler que c'est une puissance en Afrique. C'est-à-dire, si on parlait... après le Nigeria d'ailleurs. Bien entendu. Donc,
au jour d'aujourd'hui, quand ils sont confrontés à de telles situations, nous autres petits pays, on est seulement obligés de se rabaisser et dire que mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces grammes? Alors, en temps normal, il y a également la corruption qui est devenue monnaie courante de ce côté. Et donc, vous êtes sans ignorer que là où il y a la corruption, c'est la médiocrité qui prévaut. Et donc, c'est cette situation embarrassante qui a commencé à jeter le discrédit sur ce pays chèrement félicité aux années antérieures. Et donc, également, c'est ça qui crée la tension socio-politique de ce côté. Et actuellement, ça donne plutôt, je vais dire quoi, de l'avantage aux détracteurs du régime en place. Au parti politique de l'opposition. De l'opposition, du régime en place de ce côté, puisqu'ils se sont soudés en coalition, en termes de coalition. On a d'ailleurs l'alliance démocratique de Stéphane Stenuzen. Bien entendu. Et là, de John Stenuzen, j'allais dire. Vous comprenez que le malheur des uns ne peut que faire le bonheur des autres. La coalition de ce côté, ce n'est pas l'amusement public que nous autres nous connaissons ici. Et donc, vous comprenez que la façon avec laquelle le pays a été un peu mal géré par Ramaphosa, voilà, est en train de prendre une tournure d'un autre genre qui peut-être ne sera pas très agréable et ne sera non plus déjà à l'avantage de son parti politique, l'ANC, qui est un parti de référence depuis la nuit des temps. Maintenant, ce qu'il faut également souligner, c'est que je pense qu'il est de bon ton, et qu'il essaye, s'il a encore la chance de sauver les meubles, parce que la situation vraiment n'est pas à son avantage, parce que nous tous, nous faisons une lecture globale de la situation politique qui prévaut là-bas, et puis ça part dans tous les sens. Donc, je pense que l'Afrique du Sud a du chemin à faire, mais alors, je veux que la sérénité règne, que tout se passe dans l'ordre. Merci. L'Afrique du Sud a du chemin à faire, mais il faut que toute la sérénité règne. Isaïe Adiba, votre copanéliste, souligne encore les différentes situations entre guillemets Christ qui prévalent en Afrique du Sud. On a d'ailleurs la situation de l'électricité, je le disais tantôt. Parlant de l'électricité, on peut désormais comparer l'Afrique du Sud pour hyperboliser un peu au Cameroun, à la situation de l'électricité au Cameroun. Il y a la corruption, il y a la crise sanitaire, il y a même la crise politique. On peut citer beaucoup d'autres différentes crises. Est-ce qu'on peut dire qu'en Afrique, les choses, ou alors, comme chantait quelqu'un, à fois comme pour ne pas le nommer, les choses qui arrivent aux autres commencent à arriver. Les choses qui arrivent dans la maison des poules, peut-être, commencent déjà à arriver dans d'autres maisons que je ne veux pas donner des noms. Ce qu'on va dire, la situation en Afrique du Sud avec l'ANC est quelque chose d'assez complexe, parce que on doit se rappeler que l'ANC a été ce parti qui a porté le combat contre l'apartheid. Il n'a d'ailleurs jamais perdu les élections. Oui, on va dire depuis, je pense, c'est les années 94, non, si je me trompe. Oui, avec Nelson Mandela. Depuis 94, ils n'ont jamais perdu les élections, on va dire 30 ans, depuis 30 ans aujourd'hui. Et ce qui se passe avec ce parti, c'est que ça a été un parti qui a voulu donner, qui a donné de l'espoir, surtout d'abord la population noire, qui est la grande majorité de la population dans ce pays-là. Et la population noire a vu un espoir de pouvoir sortir de la précarité, de la misère. Mais on constate qu'au fur et à mesure que les années passent, ce parti est en train de perdre l'affection de ces différents militants. Parce qu'on a l'impression que de façon crescendo, elle est en train de plonger dans les méandres de la malgouvernance et de la corruption. Elle n'apporte plus les solutions, parce que vous allez voir un leader comme M. Mandela, lorsqu'il est venu, il a pris ce parti politique, je ne sais pas s'il a même fini ses mandats. Il est parti parce qu'il a compris que son but était de libérer la population noire de l'apartheid, de donner le pouvoir. Et qu'il a atteint son objectif. Oui, c'était son objectif. Il est parti. Et il a laissé maintenant le parti à d'autres personnes qui voulaient que cela puisse reconstruire en quelque sorte la nation et puisse redonner de la dignité
à cette population noire d'abord, et puisse aussi bâtir cette nation arc-en-ciel comme il avait bien appelé. Mais ce qui se passe, c'est que l'ANC aujourd'hui ne tient pas tenu cela, parce que lorsque vous voyez, même au niveau de l'économie, l'ANC a certes pris le pouvoir politique, mais l'ANC ne détient véritablement pas le pouvoir économique qui est encore détenu en Afrique du Sud par les Blancs. Et c'est pour cela que vous voyez cette grosse misère qui continue de régner en Afrique du Sud, dans les 28, que vous voyez, il y a de la misère et la criminalité même, parce qu'on va vous dire c'est l'un des pays les plus criminogènes dans le monde. Bon, il y a une forte criminalité là-bas et d'autres estiment même de près de 80 morts par jour par la criminalité qui règne de ce côté-là. La sécurité n'est pas arrivée, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée, le chômage va grandir ça. Voilà encore l'électricité qui devient la crise de l'énergie qui arrive de ce côté-là, la corruption qui gangrène même ce parti qui est l'ANC, parce que vous savez que le prédécesseur de Cyril Ramaphosa, qui est Jacob Zuma, a été obligé de démissionner pour des raisons de corruption et qui ont fait que de ce côté-là il démissionne. Ce qui fait que l'ANC aujourd'hui porte une image terne au sein de la population sud-africaine. On comprend aujourd'hui que peut-être l'ANC, comme je l'ai si bien dit, aujourd'hui n'est plus ce parti à même d'apporter une certaine prospérité en Afrique du Sud. Peut-être on se dit l'ANC a fait son temps, a fait son bout de chemin, peut-être il faut passer la main aujourd'hui à un autre parti politique. Mais je sais que ça va être quelque chose de difficile, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez aussi les élections, un peu comment ça se passe, il y a plusieurs partis politiques, certes, certains ont coalisé, mais je ne sais pas si ces coalitions vont permettre de pouvoir renverser. On estime quand même, selon les sondages, que l'ANC va passer en dessous des 50%, ce qui n'est jamais arrivé. Mais il y a encore de fortes probabilités que Cyril Ramaphosa puisse toujours être au pouvoir, parce que là-bas en Afrique du Sud, on doit dire que les élections, on ne vote pas une personne, on vote un parti. C'est au Parlement, on vote un parti au Parlement, c'est au Parlement qu'on choisit le président de la République. Si l'ANC arrive à avoir un certain nombre, parce que je pense qu'il y a 400 députés qui doivent être votés aussi dans le Parlement, et si l'ANC arrive à avoir la majorité, il est probable qu'il puisse encore porter Cyril Ramaphosa. Et voyons aussi les partis qui ne sont pas, parce qu'il y a certes une coalition, mais il y a encore des fortes tendances politiques qui peuvent saucissonner l'électorat. Très bien, mais j'aimerais qu'on élargisse pour le débat, et ce sera pour terminer. Chaque aura encore une minute justement. Alors, lorsqu'on observe, on va du côté de l'Afrique de l'Ouest, on prend par exemple la Côte d'Ivoire, ou alors on parlait tout à l'heure du Sénégal, on peut dire que la démocratie là-bas a beaucoup de problèmes. On arrive du côté de l'Afrique du Sud, on va observer le même cas. On arrive du côté de l'allié des États du Sahel, on a par exemple le Burkina Faso, le Niger et même le Mali. Ces pays ont fait face récemment à des coups d'État, mais récemment ils étaient dans des systèmes démocratiques. On peut dire également qu'il y a eu des problèmes de ce côté. Est-ce que de manière globale, Cyril Bonnon, on peut dire que la démocratie n'est pas un système que devraient utiliser les pays du continent africain? Alors, en une minute. Alors, merci déjà. Votre question, elle est préoccupante, elle est digne d'intérêt. Et je tiens à rappeler, vous êtes très intelligent, monsieur Cyril Bonnon. La situation qui prévaut du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique est une situation qui démontre à suffisance que l'Afrique n'était pas prête à accueillir la démocratie. Je suis de ceux qui pensent que mieux vaut une bonne monarchie, c'est-à-dire une monarchie éclairée, qu'une pseudo-démocratie. Parce qu'en fait, cette démocratie nous a créé trop de problèmes. Cette démocratie est à l'origine des pertes en vies humaines en Afrique par des guerres à tête chercheuse, quelquefois manipulées par ceux qui sont censés être nos grands-parents, je ne sais pas trop. Et donc, éventuellement, cette démocratie que nous avons coptée à la merci, comme ça, à la volée, nous a créé trop de situations. Et donc, vous savez, on dit souvent que si quelque chose commence à être un problème pour vous, débarrassez-vous de cette chose. La démocratie en Afrique, vraiment,
est à l'origine de tous les problèmes, que l'Afrique connaît. Ah bon? Bien entendu, parce que je vous disais dès l'entame de mes propos que en réalité, c'est la volonté politique qui dicte les normes de la conduite sociale. Et lorsque la volonté politique est menacée, parce que la démocratie est un pilier fort de la politique, lorsque la volonté politique est menacée, c'est une raison probable pour que tout puisse chambouler. Ça part dans tous les sens. Et donc, je suis en train de dire que soit on est un pays démocratique au sens propre du terme et on respecte les principes démocratiques, soit on ne l'est pas. Et on sombre dans ce qu'on appelle la monarchie ou alors la dictature. Mais que ce ne soit pas une dictature avérée, que ce soit une dictature éclairée. Éclairée en ce sens où le dictateur peut être un père rassembleur de famille qui aussi, je vais dire, peut porter le pays au firmament. Voyez-vous, la dictature ou la monarchie n'ont jamais été des mauvaises choses. Mais alors, c'est la façon de gérer qui a été une mauvaise chose. Il y a des dictateurs, parce qu'en fait, vous comprenez que, vous êtes avec moi, vous êtes d'accord avec moi que si on demandait que votre volonté profonde pour poser certains actes pour votre bonheur, je pense que vous ne serez pas là où vous êtes. Voyez-vous pourquoi? Parce que chaque fois vous allez vouloir donner votre avis et quitte à refouler même ce qui va à votre avantage. Mais alors, la dictature aussi, c'est de prendre des décisions. Voyez-vous, je ne vais pas dire que la Russie est un pays où règne la dictature, mais alors, c'est un pays qui n'est pas loin d'être. Mais vous comprenez que là-bas, l'ordre règne. Si la dictature peut faire régner l'ordre en Afrique, je parle d'une bonne dictature. Mais moi, je n'ai aucun souci. Si la démocratie doit être la source de tous nos problèmes, on devrait s'en débarrasser. Donc, il est temps de comprendre que l'Afrique se meurt. Il y a un problème fondamental qui ne concerne pas qu'un seul pays, mais qui concerne tous les pays africains. Les 54 pays africains. Bien entendu, parce que aujourd'hui, le Cameroun traverse une situation. Quand tu veux tourner la tête, on te dit que c'est le Cameroun qui vit la même situation. Et donc, cela se répand. Maintenant, je profite de l'occasion pour interpeller les États du Sahel, les États où les militaires ont pris le pouvoir. Le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso. Bien entendu, je profite pour attirer leurs attentions. En réalité, nous autres, je l'ai dit ici la dernière fois sur le plateau, nous autres, nous ne faisons pas l'apologie des coups d'État. Mais nous pensons que si la transition ou si l'alternance peut passer par le militaire, que cela se fasse. Mais en temps normal, nous demandons aussi aux militaires qui prennent le pouvoir dans ces États de restituer le pouvoir aux civils. Pourquoi? Parce que l'homme militaire n'a pas une bonne gérance du pouvoir. L'homme militaire agit plutôt avec la force. L'homme militaire est prêt lorsqu'il faut parler de la force. Donc vous demandez en quelque sorte aux différents généraux du Mali, du Burkina Faso et du Niger de remettre le pouvoir au Bien entendu, d'autant plus qu'ils ont pris par une contre-valeur démocratique, une contre-valeur démocratique qui est le coup d'État. Maintenant, s'ils prennent le pouvoir, il est de bon ton aussi qu'ils puissent se restituer parce que pour au moins être comme des médiateurs qui ont préservé l'ordre. Et s'ils se rendent compte du fait que s'ils laissent le pouvoir, le pays pourra plutôt descendre vers l'enfer. Ce que vous devez comprendre, c'est que Et quoi qu'il en soit, d'accord, quoi qu'il en soit, les militaires sont bien placés quand il faut être médiateur. Mais en termes de gérance, ce ne sont pas les hommes d'État. Alors, il me semble qu'il est de bon ton qu'ils puissent passer la main aux civils pour la gestion de l'État. Mais pour l'heure, les militaires, ce qu'ils font dans ces États où la longévité au pouvoir est devenue, je vais dire quoi, où le pouvoir est sucré. Bien entendu, est devenu, je vais dire,
le plat favori des dirigeants. Il est de bon ton que pour restituer l'ordre, pour restituer, pour le respect scrupuleux des principes de la démocratie, qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils passent la main au civil. Isaïe Ateba, je vous pose également la même question. La situation est observée un peu partout en Afrique. On a évoqué le cas du Gabon, on a évoqué le cas des États de l'Alliance qui ont formé aujourd'hui ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. On arrive du côté de l'Afrique de l'Ouest, on peut évoquer le cas de la Côte d'Ivoire avec la situation qui a prévalu avec l'actuel président Alassane Dramane Ouattara et récemment son nom m'échappe. On peut toujours rester dans cette Afrique de l'Ouest pour parler du cas aujourd'hui du Sénégal. On parle au Sénégal déjà d'une crise politique. Je parlais du Gabon tantôt. On peut observer dans beaucoup d'États en Afrique. Est-ce que la démocratie est un système impropre ou alors malpropre au continent africain? Ce que je vais d'abord dire, si on doit rester dans le cas de l'Afrique du Sud, je ne pense pas qu'il y a un problème de démocratie qui s'oppose là-bas. Il y a peut-être un problème d'un parti politique qui est dans une situation compliquée et qui n'arrive plus à répondre aux aspirations qu'un peuple avait mis sur ce parti politique. Mais je ne pense pas qu'il y ait un souci de démocratie parce qu'ils vont aux élections normalement, il y a des votes et je pense que le meilleur est porté à la tête de l'État. Maintenant, si la personne ne répond pas aux attentes, je ne pense pas qu'il y ait un problème de démocratie. Et maintenant, lorsque vous projetez un regard général, global, en Afrique, si on doit projeter un regard, ce que je voulais simplement dire, c'est que même en Occident, il y a des partis qui ne répondent pas. Il y a des crises en Europe, peut-être des partis politiques qui ont été portés, qui ne répondent pas. Il y a une certaine crise. Mais moi, maintenant, si je porte un regard global, est-ce que la démocratie est un problème? Je voudrais d'abord poser la question, est-ce qu'on nous a véritablement légué la démocratie? Parce qu'il ne faut pas que le semblant de démocratie que certains veulent nous apporter nous fasse croire que la démocratie est impropre à la. Vous avez l'impression que c'est une démocratie biaisée? C'était une démocratie biaisée parce que lorsque vous voyez, même si les gens qui ont fomenté les premiers coups d'État, ce sont généralement, je veux dire, les colons. Parce que lorsque vous partez, vous parcourez toute l'Afrique. Si vous vous rappelez des premiers coups d'État, vous allez voir que c'était généralement les gens qui étaient portés par ceux qui étaient censés nous léguer la démocratie ou bien nous apprendre la démocratie. Ceux qui sont venus avec cette affaire de démocratie ne voulaient pas léguer la démocratie à l'Afrique. Ils voulaient juste des pouvoirs qu'ils pouvaient contrôler. Et lorsqu'on avait à la tête, ils avaient à la tête peut-être des dirigeants qui étaient portés par le peuple, ou bien des dirigeants qui avaient la sympathie du peuple. Généralement, on renversait ces gens-là parce qu'il fallait contrôler les ressources. C'est pour cela que je vais dire cette mauvaise démocratie a évolué dans le temps. Et c'est pour cela qu'on a des présidents aujourd'hui qui sont en quelque sorte adoubés ou pas selon la volonté de l'Occident. Si vous allez comprendre qu'on refuse les militaires au Sénégal, au Mali, on refuse les militaires au Niger, on refuse les militaires au Burkina, mais on a même un militaire au Tchad. Vous voyez, c'est cette démocratie, c'est cette façon de faire les choses. Cette navigation. Voilà, et c'est pour vous dire, lorsque vous voyez, je vous parle encore, lorsque vous venez dans des États, comme vous prenez peut-être celui comme le Cameroun, si on était resté dans l'optique d'une démocratie, qu'on voulait véritablement que le Cameroun soit une démocratie, vous pensez que peut-être quelqu'un comme Amadou Aïd aurait gagné les élections devant Ruben Miobé, mais vous voyez qu'on a fait la guerre à ces nationalistes, c'est-à-dire ces gens qui voulaient le pouvoir pour transformer nos pays, et on les a mis de côté, et on a mis des gens qu'on voulait. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de démocratie. Cette démocratie était biaisée de l'avance. Lorsque vous voyez les différents mercenaires de la France qui étaient en Afrique, les Bob Dylan qui ont organisé les coups d'État ici en Afrique, c'était des gens qui venaient renverser des pouvoirs parfois choisis par le peuple pour mettre des pouvoirs qui sont à même de servir l'Occident et la France en particulier. Bon, moi je vais dire que si on nous parle de démocratie, on ne nous a pas d'abord donné la démocratie, qu'on le dise aux Africains, c'est-à-dire qu'on vient nous dire la démocratie a des problèmes et tout le reste. Donc selon vous, la démocratie n'existe même pas? La démocratie, c'est qu'on nous a donné, c'était un semblant, c'était une illusion de l'esprit qu'on nous a apporté. Même les élections qui sont généralement organisées favorisent toujours celui qui répond aux attentes généralement de la métropole qui est la France. Et vous avez jeté dans cette exploitation des choses d'abord, moi je veux encore dire la démocratie n'est pas un problème. Qu'on implémente réellement la démocratie, peut-être telle qu'elle est écrite, ou bien on peut même l'adapter. Parce que je dis aussi, il n'y a pas un seul modèle de démocratie, il n'y a pas un seul modèle de démocratie. Mais si on veut véritablement adapter un système politique
pour qu'on retrouve une certaine stabilité, une certaine cohésion, une certaine paix en Afrique. En Afrique ou bien ça dépend des États, parce qu'il y a nous tous on ne voit pas la démocratie de la même façon. Lorsque vous voyez peut-être en Afrique du Sud, on ne vote pas un individu, on vote un parti politique qui porte à la tête quelqu'un. Ici en Afrique, on vote, ici au Cameroun, on vote un individu, c'est-à-dire on vote peut-être pas seulement au Cameroun. Oui. Bon, je veux dire dans plusieurs pays, moi je veux, mais au Cameroun particulièrement, le pays qu'on connaît le mieux, on vote un président, un individu qui monte à la tête. Bon, ça veut dire que la démocratie peut avoir ça peut diversifier d'un pays à l'autre, mais tout ce qui, je dois dire, dans un système politique ou bien dans un régime politique important, c'est que les populations puissent se sentir à l'aise à l'intérieur, et c'est ça la démocratie. Très bien, que les populations puissent se sentir à l'aise à l'intérieur, puisque ce sont ces populations, pour compléter un peu vous dire, qui donnent justement le pouvoir à ce que Cyril Bonlon, à celui que Cyril Bonlon appelait le Léviathan. Et j'avais justement envie de vous poser à tous deux la question de savoir quel serait donc, si la démocratie aurait un problème en Afrique, pour les États africains, quel serait donc le système qui peut être propre aux États africains. On va garder le suspense à ce niveau. Et vous avez compris, chers téléspectateurs, que ce sera un des sujets inscrits à l'ordre du jour samedi prochain, toujours lorsqu'il sera 10 h sur toute l'étendue du territoire camerounais. Mesdames, messieurs, c'est avec cette thématique que nous sortons, que nous mettons au terme à cette autre production de votre programme, la rétrospective de l'information, situation électorale au Sénégal. Macky Sall serait-il dans l'Ito? Vous avez eu la réponse. Cherté de la vie au Cameroun, l'asphyxie des populations est-elle déclenchée également? Les panélistes ont essayé de répondre. Et enfin, élection nationale en Afrique du Sud, l'ANC serait-il un parti mal parti? Le Congrès national africain. Mesdames, messieurs, Patricia Mondo sera de vôtres tout à l'heure lorsqu'il sera 19 h sur toute l'étendue du territoire camerounais pour vous donner le grand format de l'actualité. Ce sera en langue de Molière. Je vous retrouverai naturellement demain lorsqu'il sera 11 h, toujours sur toute l'étendue du territoire camerounais. Le programme, vous l'appellerez Face à Face. Et lorsqu'il sera 16 h, Juliette Marly Zenga sera de vôtres pour votre programme politique 54 géopolitique. Et à 19 h, passé de 0 minutes, Patricia Mondo, l'illuminatrice des illuminés, reviendra pour vous donner le grand format de l'actualité, toujours en langue de Molière. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?